Il est divisé, faut-il ou non débattre avec Éric Zemmour? On en parle tout à l'heure, et même d'ailleurs tout de suite, parce que c'est l'actualité de la journée, avec nos éditorialistes. Bonsoir Nathalie Chuc, grand reporter au Point. Bonsoir Adrien Gint, chef du service politique TF1 LCI. Renaud Pila, éditorialiste politique LCI. Merci à tous les trois. Écoutons tout de suite Valérie Pécresse, elle était l'invitée d'Elisabeth Martichoux ce matin, et Gérard Larcher, qui est le président du Sénat. Tous les deux, ils sont clairs et nets. J'appartiens à une droite gaulliste, résistante, une droite qui s'est construite avec un mur infranchissable face aux extrêmes. Et on a un Éric Zemmour qui lui propose de fusionner les droites, ce qu'il appelle fusionner les droites, c'est-à-dire en fait casser ce mur étanche entre extrême et droite. Eh bien moi, ça n'est pas mes valeurs, ça n'est pas ma politique. Et c'est pour ça que je ne peux pas me retrouver ni dans son discours, ni dans sa stratégie politique. Je ne partage rien, j'allais dire des idées et, entre guillemets, des valeurs que Éric Zemmour propose. Par exemple, la plus citée, c'est sans doute Pétain et les Juifs français et étrangers. D'ailleurs, faire un distinguo entre Français et étrangers dans cette situation, mais vis-à-vis des femmes, en l'écoutant parfois sur le positionnement des femmes en politique, j'ai l'impression d'entendre Radio Kaboul. Radio Kaboul, pas mal, hein? Il y va. Comme, voilà, il y va. Le sens de la formule. Bah oui, mais surtout, c'est nouveau en fait. Ça fait 3 semaines, un mois qu'Éric Zemmour grimpe dans les sondages et personne ne l'attaque clairement, entre guillemets, comme si il comprenait pas ou il savait pas où était ce qu'il fallait faire, quoi. C'est intéressant, ceux que vous venez de sélectionner, Ruth, ce sont justement ceux qui sont peut-être à droite les plus opposés à Éric Zemmour. Et on sent poindre clairement l'agacement, l'irritation, l'énervement, justement que ce soit pas plus large, qu'on se dise pas il faut repousser cette offensive, cette OPA, pratiquement sur notre parti et notre électorat. Et en fait, Comment qu'est-ce qui ils va l'ont pas vu apparaître venir? encore On l'explique tous les jours. Il va apparaître encore une fois, on ne cesse de le dire, qu'il y a encore aujourd'hui plusieurs courants de pensée au sein même des Républicains. Il y a ceux qui sont très éloignés d'Éric Zemmour et qu'on vient d'entendre, et il y a ceux qui sont moins éloignés d'Éric Zemmour et qui ont plus de mal à condamner ou à prendre leur distance. En fait, la raison pour laquelle ils ne l'ont entre guillemets pas vu venir, c'est qu'ils étaient persuadés de façon un peu cynique, les Républicains, qu'Éric Zemmour allait, je cite, dégonfler Marine Le Pen. Donc que c'était plutôt à leur avantage. Donc en gros, ils ont laissé prospérer en se disant, c'est pas notre sujet, c'est le sujet de Marine Le Pen, dont on voit bien d'ailleurs qu'elle souffre fortement de la présence d'Éric Zemmour dans les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle, puisqu'elle est à 16% dans le Harris Interactive, quand lui est à 13%, donc il est vraiment juste derrière. Sauf que là, les Républicains sont en train de s'apercevoir qu'Éric Zemmour a décidé de s'attaquer aux Républicains pour les fracturer. Il a dit sur ce plateau. Il appuie, voilà, absolument. Il appuie sur les plaies. Et pourquoi Pécresse dit ça? Pécresse est une chiracienne. Chirac, dans la famille de droite, c'est la digue, c'est le front républicain. Et vous voyez bien, il y avait eu ce débat très fortement au moment de la présidentielle de 2017. Est-ce qu'on appelle à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen? Il y avait déjà une ligne de fracture. Oui. C'est un peu comme l'Europe au Parti socialiste. La question du front républicain à droite, elle n'est pas réglée. C'est clair. Et donc, du coup, il y a Damien Abad aujourd'hui qui dit moi, je veux bien débattre. Il envoie une lettre à Éric Zemmour à sa seule initiative. Hein. Ils sont en train de vivre, ils sont en train de vivre une catastrophe, selon moi. Une catastrophe. Ils n'ont eu aucun flair politique. Ils montrent aux électeurs de droite, non seulement il n'y a pas encore un projet clair, il n'y a toujours pas de candidat avant décembre, mais il manque de flair, vous avez raison. Mais ça fait depuis l'été qu'on voit l'offensive arriver. Voilà, ça fait le missile qu'il envoie chez vous, Ruth, les Républicains, pour les scinder en deux, ce qui vient d'être dit, entre ceux qui disent bon, finalement, on peut discuter avec lui parce qu'une partie de notre électorat pense comme Éric Zemmour, et une autre partie qui disent ah ben non, c'est infranchissable. Eh bien, il réussit son coup, et chacun sort maintenant du bois avec des propos où ils essayent même pas de modérer leurs différences. Ils éclatent leurs différences, et en plus, dans un moment comme ça, chacun veut exister. Damien Abad, tout seul, dis donc, moi je débattrais bien avec Éric Zemmour. L'autre qui dit ah bah non, puis l'autre qui dit ah bah il prend la lumière. Donc c'est la foire la plus totale. Il y en a un autre qui est très très clair, c'est Jean-François Copé, qui a été extrêmement clair sur la même ligne que Valérie Pécresse et Gérard Larcher. Il faut le dire, mais c'est vrai que pour d'autres, c'était pas évident. Daniel Fasquelle, qui est le trésorier des Républicains, qui est le maire du Touquet, membre du bureau politique, est avec nous. Merci beaucoup. Alors vous, c'est simple, vous avez été assez sévère avec Damien Abad, le président du groupe des députés, et vous avez dit pas question de débattre, il faut faire la digue, le mur, comme avec Jean-Marie Le Pen, parce que Éric Zemmour, il ne fait pas la différence entre De Gaulle et Pétain.
Oui, absolument. Alors, pour que les choses soient claires, je n'ai pas de divergence de fond avec Damien Abad. Nous en avons parlé cet après-midi. Nous sommes exactement sur les lignes au fond. On a simplement une divergence. Pas sur la forme, hein, attendez, là. Au fond, forme, pas sur la forme, en tout cas. Non, attendez, non, mais sur le fond, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut établir une digue avec Éric Zemmour. Par contre, comment faut-il le faire? Est-ce qu'il faut débattre avec lui ou non? Là, j'ai une divergence avec lui, je m'en suis expliqué avec lui cet après-midi. Moi, je pense qu'il ne faut pas discuter avec Éric Zemmour, c'est lui donner de l'importance. Or, ça n'est pas notre rôle, il faut qu'on se focalise, nous, sur nos électeurs, sur le choix de notre candidat, sur notre projet. On a quand même ici, je suis devant le siège des Républicains, organisé 13 conventions. On a un programme, un projet qu'on a mis sur la table. Et il faut qu'on en discute avec les électeurs, avec les Français. En ce qui concerne Éric Zemmour, vous savez, il a complètement dérapé. Il est sorti, il a fait plusieurs sorties de route et nous n'avons rien à voir avec Éric Zemmour. Oui, donc, mais pourquoi on l'entend pas plus clairement? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus clair? Mais nous sommes très clairs, nous allons l'être de plus en plus, parce que Éric Zemmour multiplie les sorties de route. Jusqu'à présent, voilà, on avait l'habitude du polémiste qui, effectivement, mais par exemple, quand il compare De Gaulle et Pétain, et quand il nous explique que Pétain a protégé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est absolument inadmissible. Moi qui suis gaulliste, qui suis une famille gaulliste, je ne peux pas accepter cette forme de révisionnisme. Et sur ce plan-là, il ne vaut pas mieux que Jean-Marie Le Pen, quand il parle des femmes en expliquant que le pouvoir s'est évaporé depuis que les femmes ont pris des responsabilités. Mais c'est absolument inadmissible. Quand il confond l'islam et l'islamisme radical, oui, bien sûr, les musulmans en France peuvent pratiquer l'islam et respecter notre République, liberté, égalité, fraternité et nos principes de laïcité, tout comme on peut être catholique et respecter ces principes. Donc on est en train de tout confondre, de tout mélanger. Et Éric Zemmour maintenant va trop loin. Et il est temps de mettre un coup d'arrêt, de lui mettre un carton rouge. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire avec d'autres ici aux Républicains. Alors regardez ces images avec nous. Écoutez Daniel Fasquelle, c'est un extrait un peu savoureux d'une rencontre inopinée, je précise, non prévue, sur le plateau de Paris Première, ce soir, entre Éric Zemmour et Christian Jacob, votre président. Le RPR, où nous étions, vous et moi, vous en tant que responsable, moi en tant qu'adhérent, lecteur, etc., a été trahi par les centristes. Vous vous êtes couché devant les centristes depuis 30 ans, et c'est pour ça que votre base vous a fui, et que maintenant vous vous retrouvez avec des candidats, que ce soit Bertrand ou Pécresse ou Barnier, qui sont en fait des candidats pour être Premier ministre de Macron. La référence au RPR est croustillante quand même, parce que le RPR a été incarné par une seule personne, par Jacques Chirac. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, là aussi sur le RPR, on peut prendre une autre référence. Qui a été des personnalités qui étaient le plus critiques par rapport à vos propos, c'est Charles Pasqua. Vous allez aussi m'expliquer que c'était un centriste de gauche, sans doute, vraisemblablement. Voilà. Donc bon, c'est pas un débat parce que c'était pas prévu, pas organisé. Il faut bien mettre les choses au point. Mais voilà, il y a eu une discussion. Vous souhaiteriez que ça prenne quelle forme cette séparation, cette digue? Mais non, mais tout simplement, vous savez, Charles Pasqua avait, à la suite de déclarations il y a une vingtaine d'années d'Éric Zemmour, lui avait proposé de venir justement visiter les lieux où des juifs français avaient été enfermés et envoyés dans les camps. Et il se trouve qu'Éric Zemmour n'a jamais répondu à l'invitation de Charles Pasqua. Donc, vous voyez qu'il est coutumier du fait. Mais quand il s'agissait du polémiste, il avait à répondre de ses propos devant la justice. Maintenant qu'il veut faire de la politique et qu'il lance sur le champ politique, il va falloir qu'il réponde de ses propos devant les Français. Et c'est à nous aussi de dire les choses telles que nous les pensons. C'est ce que nous allons faire. Daniel Fasquelle, pour conclure, est-ce que vous êtes sûr que Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Nadine Morano, il y a un certain nombre de noms qu'a prononcé même Éric Zemmour sur ce plateau, est-ce qu'ils sont tous d'accord avec vous ce soir? Écoutez, posez-leur la question, mais je peux vous dire que nous avons l'intention ici, nous sommes de plus en plus nombreux, au regard des dérapages répétés d'Éric Zemmour, de mettre une digue, comme Jacques Chirac, à un moment, a mis une digue, un cordon sanitaire face à Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Éric Zemmour ne vaut pas mieux que Jean-Marie Le Pen de par les propos qu'il tient. Et nous devons avoir la même attitude avec Zemmour que nous avons eu avec Jean-Marie Le Pen en son temps. Donc moi, j'ai soutenu Jacques Chirac, à la différence d'ailleurs d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, je suis sur cette ligne et nous sommes nombreux à être sur cette ligne, y compris Christian Jacob, que je viens de quitter il y a quelques instants, que je vais
rejoindre immédiatement. Merci beaucoup, voilà qui est clair. Merci beaucoup Daniel Fasquelle d'avoir répondu à nos questions Merci à ce vous. soir. Mais- Ça bouge, ça bouge. Ça C'est en bouge. train de bouger là, il y a une réaction, non? Christian Jacob, je rappelle, comme il y a quelques heures, disait qu'Éric Zemmour n'était ni raciste, C'était ni dimanche. d'extrême droite. Il est obligé de revenir sur ses propos et de rétropédaler un peu, puis s'est aperçu qu'il est allé trop loin. Ils ont une difficulté, les Républicains, c'est qu'ils ont tous un petit peu, toutes les personnalités de ce parti ont côtoyé Éric Zemmour en tant que journaliste au Figaro. Et pour la plupart, quand ils en discutent en off avec eux, ils disent bah, on l'aime bien, on s'entendait bien avec lui. Donc la relation personnelle qu'ils ont pu nouer avec lui, bien compliquée. Ils confondent quoi. La situation est en train de leur échapper. Et pourquoi je disais tout à l'heure que la situation est catastrophique et pourquoi ils ont manqué de flair, c'est qu'il ne fallait pas réagir maintenant. En 2014, Éric Zemmour publie Le Suicide français. Il y a déjà ses propositions. En 2019, colloque organisé par le parti avec Laurent Wauquiez. Éric, tu es ici chez toi. Et donc, lorsque vous, pendant des années, vous ne réagissez pas à quelqu'un qui est en train de mordre vos plates-bandes... Qui était polémiste, qui n'était pas candidat, qui Oui. n'était pas... Enfin, là, il n'est toujours pas candidat Oui. officiellement, mais enfin, il suis s'approche tellement vite. Je suis d'accord, mais ça creuse la ligne de frontière au sein du parti. Parce que d'un côté, vous l'avez dit, il y a Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, je voterai Zemmour et non pas Emmanuel Macron. Donc quand vous laissez un polémiste qui parle, non pas forcément à l'électorat de Marine Le Pen, mais au cœur de l'électorat de droite. Et c'est là où, à mon avis, c'est capital. C'est qu'aujourd'hui, on a entre 25 et 30% du vote Fillon de 2017 qui serait prêt à suivre Éric Zemmour. Donc vous l'avez laissé faire pendant des années, vous l'avez fait venir dans des colloques, il creusait la ligne de séparation entre deux camps, et aujourd'hui, à 6 mois d'élection présidentielle, eh ben, ça vous pète à la figure. Adrien Jean. Mais là, quand on entend Daniel Fasquelle, on se dit qu'ils vont réagir, non ou pas? Enfin, qu'ils sont en train de s'organiser pour réagir. On se dit qu'ils Est-ce que c'est essayent, trop tard mais à la fois très tard et très tôt. C'est un paradoxe. Très tard, parce que comme disait Renaud, en fait, on a l'impression qu'ils découvrent le phénomène Zemmour maintenant. Tout à l'heure, Nathalie soulignait à juste titre, ils ont d'abord cru que ça allait nuire à Marine Le Pen. Mais c'est exactement le phénomène de la boule de billard. Elle a rebondi sur Marine Le Pen et paf, elle est allée frapper les Républicains avec encore plus de vitesse dans sa lancée. Et à la Il leur fois... aurait suffi de regarder les reportages de Paul Larouturou Oui, devant, et de devant comprendre tous les ce qui se passait. tous les gens qui allaient voir les meetings d'Éric Zemmour et qu'ils allaient voir d'anciens électeurs de François Fillon, d'anciens électeurs de Marine Le Pen ou des abstentionnistes. Et en même temps, je vous dis trop tôt parce qu'ils ne le font pas bien. Ils s'y prennent comme des manches, pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire quand c'est désordonné, c'est pas argumenté, on comprend pas, il n'y a pas d'offensive claire et calée. Ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'entrave pas du tout la montée d'Éric Zemmour, ça n'entrave en rien sa campagne. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, ça nuit qu'aux Républicains, aucunement à Éric Zemmour. Si on avait un discours clair, calé, argumenté, calibré, ce qu'on appelle tout simplement une contre-offensive, une riposte en politique. A priori, les Républicains, ils savent faire, ils ont mené des dizaines de campagnes. Il y a quand même un chef, Christian Jacob, on disait à l'instant, Nathalie rappelait, ça semble quand même assez contradictoire, les propos du week-end versus les propos de la semaine. Daniel Fasquelle qui nous dit, je vais le rejoindre. En fait, Christian Jacob n'est pas au clair depuis le début avec ce qu'il pense d'Éric Zemmour et la stratégie à mener contre Éric Zemmour. Et ça, c'est en train d'exploser. Parce qu'en fait, ils ont très peur, parce qu'ils se disent que leurs électeurs sont très tentés, donc ils ne veulent pas les heurter, mais ils ne veulent pas les Et le froisser. fait est qu'Éric Zemmour, sur toute une série de thèmes, je mets de côté les dérapages que vous avez rappelés, mais sur toute une série de thèmes, il n'est pas si éloigné du corpus des Républicains. Quand on rappelait à l'instant qu'il a travaillé au Figaro en tant que journaliste, qu'il a côtoyé les Républicains, il y avait une sympathie au sens physique du terme, une proximité avec ce que pouvaient penser les Républicains de l'époque, l'UMP, le RPR. Et là, ils sont quand même en train de réagir sur une chose, c'est qu'ils sont en train de bétonner les troupes. Parce que la principale crainte que peuvent avoir les Républicains aujourd'hui, c'est que Éric Zemmour parvienne à faire ce que Emmanuel Macron a fait avec les Républicains en 2017, débaucher des gens. C'est ce qu'il a commencé à essayer de faire sur votre plateau, en citant, vous l'avez dit, Nadine Morano, Laurent Wauquiez. Il a essayé, vous savez, le soir où Laurent Wauquiez annonce, je crois que c'était le 26 août de mémoire, annonce qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle, Éric Zemmour décroche son téléphone, appelle Laurent Wauquiez pour sonder ses intentions, pour voir si éventuellement il pourrait envisager un ralliement. Laurent Wauquiez lui répond qu'il ne trahira jamais sa famille politique. Il essaye petit à petit de les décrocher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essayent de faire PAC au maximum pour éviter cette désagrégation du parti. Un mot sur le reste de la droite et des macronistes, parce qu'on va voir cette une de Challenge. C'est une interview d'Édouard Philippe sur la dette, sur les déficits, et qui donne une interview dans laquelle il dit « Je sonne l'alerte, comptez sur moi pour revenir là-dessus dans les prochains mois ». Donc il crée son parti la semaine prochaine. Après, il va être celui qui rappelle qu'on a des obligations et qu'on va avoir un problème avec la dette, notamment parce que dans la coalition allemande, il y a l'UFDP qui est le parti libéral. Si ça se confirme, eux, ils sont sur la dette à fond et les déficits. Au passage, ce soir, il y a un dîner à l'Élysée
avec Emmanuel Macron, bien évidemment, mais avec Christophe Castaner, avec François Et de la Bayrou, majorité. avec Patrick Mignola et Édouard Philippe qui les rejoint pour le dîner du Havre. Et pour faire c'est un peu le pont-levis, Édouard Philippe, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il aimerait bien lui aussi pouvoir contribuer à prendre en tenaille les Républicains. Éric Zemmour d'un côté, côté extrême droite, et lui côté centre droit. Parce que on dit ce soir c'est un dîner de la majorité. Mais ce qui est en train de se dessiner, c'est que demain, Édouard Philippe, il n'a pas prévu de participer à cette maison commune qui est en train d'être bâtie par Richard Ferrand pour La République En Marche, par François Bayrou pour le MoDem, et qui sera un peu une sorte de fédération qui va couvrir La République En Marche et le MoDem. Lui, il a bien prévu de créer son propre mouvement en dehors de la maison commune, comme un trait d'union entre cette maison commune et la droite. Christophe Castaner, je lui ai demandé s'il appelait Édouard Philippe à rejoindre cette maison commune. Il m'a dit oui. Mais oui, Mais la réponse est non. Sauf que Édouard Philippe, c'est non parce qu'il est en train de préparer 2027, et comme il prépare 2027, il lui faut un parti, un mouvement, et il pense que la droite va se casser dans 6 mois, ce qu'on vient de dire, et qui récupérera la moitié des centres-droits de la droite. Alors un mot quand même pour dire que Jean Castex est l'invité du 20h de TF1 de demain soir, qui va répondre sur la dette, sur les déficits, sur les prix de l'énergie, sur les hausses des prix, et que ensuite, nous on fera une édition spéciale. On essaiera de commenter évidemment tout ce qu'il aura dit, tout ce qu'il aura annoncé, et avec des invités. Et dans un instant, on va parler de Sandrine Rousseau. Vous pensiez qu'elle soutenait Yannick Jadot sans condition, et Adrien, qui est sur notre plateau, le pensait aussi parce qu'il avait posé la question. Eh bien, on va écouter sa réponse, celle de ce soir, pas celle de la semaine dernière. Avec France Relance, l'État investit pour une France plus écologique, plus compétitive et plus solidaire. France Relance, la France qui se réalise. Interruption spéciale. Benoît, un chantier à haut risque. Oui, moment critique pour cet électricien qui vient de présenter son devis. Ce couple est dans l'angoisse. Les travaux vont-ils être bien assurés? Rien n'est moins sûr. Alors si, c'est plutôt très sûr. D'abord, je maîtrise et en plus avec CertiDevis, MMA a vérifié et validé mon devis. Du coup, tous mes travaux sont bien couverts quoi qu'il arrive jusqu'à 10 ans. Ouais, zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Antoine bricoleur? Non. Mais c'est toi qui m'as dit! Oui, bon ça va, on était assurés. Grâce à la Matmut qui assure certaines maladresses. Matmut, ma valeur sûre. I keep on falling. On n'arrêtera jamais de faire tomber nos smartphones. Bouygues Telecom vous aide à les réparer et à les faire durer plus longtemps avec les solutions smartphones durables. Bouygues Telecom. Tenez. Ah, merci. Mesdames et messieurs, notre train a franchi les 300 km/h. D'ailleurs, la vitesse, c'est très facile à calculer. C'est la distance divisée par le temps. Allez, bonne journée. Et merde. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. 100% SUV compact, 100% hybride. La nouvelle Toyota Yaris Cross Made in France est à partir de 209 € par mois, entretien inclus. Hello Hybride Happiness. Avec une technologie plus efficace, vous pouvez surmonter tous les obstacles. Nous serons toujours à vos côtés pour vous proposer des solutions technologiques as a service. It's my time to come alive.
du grain à la tasse. Savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Avec la technologie des matelas hybrides Simba, dormez comme sur un nuage. Même si toutes les bonnes nuits ont une fin. Et parce que la nuit porte conseil, essayez-le pendant 200 nuits sur simbamatelas.fr. Simba, vivez des nuits extraordinaires. Quand certains parlent de conduite, nous pensons prouesse technologique. Beaucoup verront une esquisse. Pour nous, c'est un caractère qui se dessine. Certains s'arrêtent à ce qu'ils voient. Nous regardons bien au-delà. Nouvelle Audi Q5 Sportback. Le futur nous anime. Préparez-vous, les figurines mignons débarquent dans le Happy Meal. Et en ce moment, découvrez nos fruits à croquer issus de l'agriculture éco-responsable. Sur National Geographic Wild, le royaume animal s'offre à vous. Retrouvez tous les jours les meilleurs documentaires et découvrez le savoir-faire de nos experts. Les animaux ont besoin de soins. C'est notre priorité. En septembre, suivez votre instinct sur la chaîne National Geographic Wild. Eh bon, je connais un chef aussi sympa que lui. Le mec te fait un plat cadeau comme ça. T'as rien demandé. Ma sveglia, bambino. Aujourd'hui, avec un plat acheté, c'est un plat offert sur Uber Eats. Hein? Ah ouais. Faut pas la chercher, là. Uber Eats, parlons bouffe. Avec beaucoup d'enfants, adieu cabriolet. Bonjour minivan. Chez Léocare, nos assurances s'adaptent en un clic. Assurez-vous au meilleur prix sur leocare.fr. Chef d'entreprise, pour agir, vous avez besoin d'outils de gestion digitalement intelligents connectés à votre intuition et à votre pragmatisme. Vous exigez le sur-mesure, vous demandez l'impensable. Divalto relève le défi. Découvrez nos solutions qui défient le temps et l'espace. Divalto, logiciel de gestion CRM et ERP, performant, fascinant, visionnaire. Oh, Valentina, mon amour, tu as travaillé si dur pour en arriver là. Tu as enfin ton propre restaurant. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à ce que tu aies trouvé SumUp pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Et regarde cette salle. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. SumUp, reprenez la main. Mathieu a enfin trouvé la bonne poussette, hein. Il l'a choisie de seconde main, déjà parce que bon, c'est plus économique, et puis c'est plus écologique. Et dans une poussette comme celle-ci, il est sûr que son bébé sera sécurisé, comme son paiement en ligne. Alors, on n'est pas bien là? Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. C'est le Mafiversaire! C'est le Mafiversaire. 70 € offerts pour chaque nouveau contrat sur maf.fr et en agence. Vous nous rejoignez et on reparle bien sûr de l'actualité politique du jour. Et on va tout de suite écouter, Adrien Jean va y écouter particulièrement attentivement, Sandrine Rousseau. Et elle était sur RTL ce soir. Vous vous souvenez, hein, Yannick Jadot a gagné. Elle a dit qu'elle devait le soutenir. Bah, écoutez ce soir. J'appellerai à voter Yannick Jadot. Mais ce mouvement-là n'est pas automatique. Et ça n'est pas un chèque en blanc, en fait. On ne peut pas, juste parce que on a gagné la primaire, oublier ce qui s'est passé. Et les personnes qui m'ont suivi, encore une fois, sont des personnes qui étaient très éloignées de la politique. Et beaucoup d'entre elles ne se reconnaissent pas dans la candidature de Yannick Jadot. Alors, qu'est-ce qui se passe? On croyait que en fait, les écologistes avaient été raisonnables, ils avaient choisi un candidat, la primaire s'était bien passée, et puis dès le lendemain, elle a l'air de dire quoi? Qu'est-ce qu'elle prépare? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit oui, mais. C'est bizarre parce que nous, on avait compris oui, que les deux écologistes fois, étaient raisonnables. Premier oui, tour, deuxième tour. Qu'elle soutiendrait Yannick Jadot, oui, qu'elle ferait sa campagne, oui. Il n'y avait pas le mais quand on a fait les débats sur ce plateau, Ruth. C'est quand même très frappant. Elle répond à la question.
la première phrase, il y a un mais qui vient immédiatement. En fait, la politique sous condition, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'elle nous montre à quel point la parole politique ne vaut rien du tout dans un cas comme ça. C'est-à-dire qu'elle se décrédibilise elle-même en revenant déjà sur son engagement. Après, Sandrine Rousseau, j'ai envie de vous dire, mettez-vous à sa place, elle s'est vue candidate à la présidentielle. Elle échoue à quelques voix sur cette candidature. Elle se dit, j'aurais pu. Elle est convaincue qu'elle est au début d'un chemin et non pas à la fin. Oui. Sandrine Rousseau explique en substance qu'avec 15 jours de plus, les courbes allaient se croiser et qu'elle allait gagner. En démocratie, ces propos sont inadmissibles, disons-le. Tous les candidats se soumettent aux mêmes règles du jeu. Ils ont exactement le même temps pour convaincre les électeurs. C'est pas la seule à avoir dit qu'il avait manqué de temps pour gagner. Ça rappelle quelque chose, Nathalie. Mais certes, effectivement, ça rappelle des choses. Les sarkozystes qui, en 2012, au moment de la défaite, expliquent que l'ancien président est rentré en campagne trop tard, qu'avec 15 jours de plus, il inversait les courbes. On l'a entendu de la même façon en 2017, les mélenchonistes qui disaient on aurait pu arriver au deuxième tour. Je vais en parler avec Adrien Quatennens dans un instant. La démocratie, ça n'est pas on aurait pu arriver. On ne peut pas tenir ce genre de propos. Sandrine Rousseau, c'est légitime qu'elle veuille défendre ses thèses, qu'elle veuille que Yannick Jadot reprenne son revenu d'existence ou la semaine de 4 jours. En revanche, contester un résultat électoral, ça en démocratie, ça n'est pas tolérable. Qu'est-ce qu'elle cherche? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en train de commencer dans notre équipe, on réfléchit, on parle beaucoup, et donc quelqu'un dans l'équipe a dit, mais c'est comme la préparation d'un divorce. Elle est en train de prendre acte pour peut-être commencer à sortir et à dire, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. C'est ça? Moi, je crois qu'au fond d'elle-même, elle a envie d'être candidate à la présidentielle. Oui. Elle a envie d'être candidate à la présidentielle. Et donc, c'est une sorte de préparation en disant... Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, elle a dit, la balle est dans le camp Jadot. Le camp Jadot, alors qu'ils appartiennent au même parti. Donc, à partir du moment où vous dites qu'il y a un camp en face dans une même primaire, vous êtes scissionniste, effectivement, dans votre tête. Vous vous dites que, effectivement, tout ça, pour l'instant, je dis oui, je suis obligé de dire oui, mais les semaines vont passer. Et en fait, elle a rencontré cet après-midi Yannick Jadot. Non mais c'est dingo, la rencontre n'a pas été constructive. Elle est comme dans une négociation d'appareil de coalition. Comme s'ils appartenaient de deux partis différents et négociaient une coalition. Je pense qu'il y a deux raisons, rapidement. Premièrement, elle marche encore sur l'eau, elle a fait un excellent score, une excellente campagne, elle n'arrive pas à redescendre, mais plus profondément, elle a lancé un mouvement écolo-féminisme, wokisme pour aller vite, avec des amis, et je pense qu'au fond qui représente un mouvement qui existe. Exactement, et quand on écoute Alice Coffin, qui est à ses côtés, elle dit il faut que ce débat écolo-féministe soit présent dans la présidentielle, donc je pense qu'en allant un peu loin, pourquoi pas, si elle avait les signatures, en janvier, elle se présente. Oui, parce que Renaud Bouillet, elle a envie d'être candidate, mais moi je pense qu'elle, dans sa tête, elle est candidate, elle l'est toujours. Ouais. Elle a loupé l'info qu'il y avait eu un deuxième tour de la primaire écolo. Comme Ségolène sur le balcon la dernière fois. Ouais. Une présidentielle, je le rappelle quand même, pour se qualifier au premier tour de la présidentielle, il faut avoir de l'ordre de 8 à 10 millions d'euros. C'est ce que coûte une campagne présidentielle. Bon courage. Avec YouTube, on a changé d'époque. Oui, avec YouTube et les réseaux sociaux. Qu'elle se présente, je serais très curieuse de voir le score que ça peut représenter. Elle disait sur France Inter, le matin. Là, c'était sur RTL ce soir, mais cet après-midi sur France Inter. Écoutez-la. On ne peut pas non plus juste reprendre des éléments de langage, parce que c'était une manière différente de faire de la politique. Il faut qu'il entende que les courbes étaient en train de se croiser, À une semaine près, vous dites j'aurais pu gagner. Oui, je pense. Oui. Je pense. Vous êtes convaincu de ça? Ah oui, oui. Il n'y a même pas tellement de doute. Voilà, il n'y a pas de doute, elles se croisaient. Et en fait, il faut qu'ils prennent acte des gens qui font autrement de la politique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle veut qu'il intègre dans son équipe des gens qui l'entourent, qu'ils la prennent comme porte-parole, Ça veut dire qu'il faut qu'il devienne une femme, ce qui n'est pas prévu. Souvenez-vous, ça a été très bien raconté par Libération. Quand Alice Coffin, dans cette même radio qui est France Inter, s'en est pris directement. Alice Coffin, donc pour resituer, c'est l'une des personnes qui a animé la direction de campagne de Sandrine Rousseau dans cette primaire. Elle s'en est pris directement à Yannick Jadot, non pas pour les idées qu'il portait, mais pour ce qu'il était, ce qu'il incarnait. On est dans autre chose. Yannick Jadot pourra faire toutes les concessions politiques du monde. Il continuera à incarner ce qu'il est, c'est-à-dire il est un homme, il incarne une manière de faire la politique et il le dit. Pour lui, la radicalité, c'est d'être au gouvernement, d'être aux responsabilités. C'est pas du tout la ligne qu'a défendue Sandrine Rousseau, c'est pas son approche de la politique. Le meilleur moyen pour Yannick Jadot de se sortir de cette difficulté, c'est de reprendre certaines des propositions de Sandrine Rousseau. C'est parfaitement légitime compte tenu de son score. Et derrière, on saura clairement si son sujet à elle, c'est d'exister en pleine lumière pour elle-même ou pour ses idées.
Oui, je crois que reprendre des propositions, ça ne sera jamais assez. Quand vous commencez à négocier avec quelqu'un qui marche sur l'eau et qui veut lancer un mouvement, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une histoire, c'est l'écolo-féminisme qui existe aux États-Unis depuis des années et des années. Et que, pardon, mais Ségolène Royal avait évoqué dans son dernier livre et qu'elle avait détaillé déjà, rendons à César et à la Mais elle a du flair, Ségolène Royal. et à Cléopâtre, parce que franchement, elle avait déjà, on n'a jamais reparlé, mais elle avait détaillé l'écoféminisme. Ça, c'est clair et net. Elle ne gagne pas ses batailles électorales, mais elle gagne le combat des idées. Elle sent les choses. Exactement. Et donc, du coup, toute cette primaire d'Europe Écologie a servi à ce nouveau courant sociétal dans la vie, dans le débat public français, à finalement entrer par la porte d'Europe Écologie, mais finalement commencer une constitution. Et donc, là, tout ça, c'est pour amuser la galerie, pas constructif. Qu'est-ce qu'on négocie? Pas du tout. Je pense qu'ils ne veulent pas les postes, ils n'ont absolument pas envie de faire la campagne de Yannick Jadot. Le score, peu importe. Après, on verra, ça va être passionnant d'écouter Adrien Quatennens, parce que est-ce qu'elle rendrait service à soutenir Mélenchon dans quelques mois? Pas sûr. Je pense que c'est un électron libre total qui lance son mouvement. Bon, d'accord, c'est très intéressant. Mais du coup, hier, on disait, Yannick Jadot, oh là là, pour Anne Hidalgo, ça va être compliqué. Mais si Sandrine Rousseau affaiblit, est-ce qu'elle affaiblirait Yannick Jadot face à Anne Hidalgo ou pas du tout? Anne Hidalgo qui aujourd'hui a félicité Yannick Jadot pour sa victoire organisée ainsi qu'à l'ensemble des participants. Il mérite un débat, notre pays mérite et notre jeunesse mérite un débat respectueux, digne et fraternel. Et il y a une riposte de Stéphane Le Foll qui est bien envoyé, qui voulait lui débattre avec Anne Hidalgo parce qu'il voulait être candidat contre elle pour... Bon, c'est un peu picrocolin tout ça, mais bon. Non, mais il a fait la même chose sur J'imagine que c'est ironique quand on refuse le débat au Parti Socialiste. C'est vrai que... Bon... Non, mais Anne Hidalgo, elle voit bien que Jadot peut la croquer, donc elle a intérêt plutôt à lui tendre la main pour essayer de nouer une alliance avec lui, éventuellement. Ce qui paraît un petit peu compliqué. Jadot, en 2017, était déjà candidat, je le rappelle. Il s'était désisté en faveur de Benoît Hamon. Il ne va pas faire la même erreur deux fois. Non, mais ils sont l'un en face de l'autre, là. Oui. Il n'y a pas de discussion, c'est même pas... Non, il n'y a pas de discussion. Mais c'est là où on voit, si on dézoome un peu, à quel point la décomposition s'accélère. Et dans une période de décomposition, c'est chacun pour soi. À droite, chez les Verts, partout, deux pôles. Non, il y en a un qui à gauche va dire « mais moi, je suis quand même Exactement. en tête, je suis quand même le premier, et dans le dernier sondage, je suis aussi à 13 comme Éric Zemmour ». C'est Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Et dans un instant, on va recevoir Adrien Quatennens, qui est son numéro 2. Je suis sûre qu'il va nous le dire. Et qui va marcher sur l'eau aussi. Et puis il y aura l'instant Paul, bien sûr. Ne le ratez pas. On va voir Adrien Jean parler avec Sandrine Rousseau. Craquez pour le multicuiseur électrique Silvercrest, la solution tout en un pour une cuisson rapide et efficace. Ses nombreuses fonctions et ses 12 programmes de cuisson pré-réglés faciliteront la cuisine du quotidien et vous feront gagner un temps précieux. Sa large cuve vous permettra de régaler tous vos proches. Multicuiseur électrique Silvercrest, 64,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. La nouvelle gamme Beko, au-delà de la beauté. Approchez-vous, ces technologies vous surprendront. Elles préservent les vitamines plus longtemps et elles maîtrisent les cuissons à la perfection. Beko associe harmonieusement design et performance pour faciliter votre quotidien. La nouvelle gamme Beko. L'élégance ne doit rien au hasard. Le nombre d'or est le secret des proportions parfaites. DS9, pouvoir de l'élégance. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec DeLonghi. Tenez. Ah, merci. Mesdames et messieurs, notre train a franchi les 300 km/h. D'ailleurs, la vitesse, c'est très facile à calculer. C'est la distance divisée par le temps. Allez, bonne journée. Et merde. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. Emma, le matelas pour tous. Ni trop ferme, ni trop souple. Pour un réveil plein d'énergie.
Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Commandez-le dès maintenant. Dormez mieux, dormez heureux. Emma.fr. Avec la nouvelle carte de paiement All Visa, vous ne faites pas que vos courses ou vos achats du quotidien. Vous gagnez aussi des points pour vivre des expériences inoubliables. Partagez des moments uniques. Vous ne changez rien et ça change tout. Achetez, gagnez des points. Profitez, sans changer de banque. Rendez-vous sur allvisa.fr. C'est bon, j'ai trouvé. Sur Autosphère, tous leurs véhicules d'occasion sont révisés et garantis. Et ils font même une offre de reprise en ligne pour l'ancienne. Et le prix est valable dans tout le réseau Autosphère. C'est bon, on la prend. Autosphère, libère l'automobile. Oh, et en plus, ils ont un financement exceptionnel en ce moment. Lui, c'est papa. Il est ébéniste. Le bois qu'il préfère, c'est le chêne. Et il a fabriqué une super chaise pour moi. Elle a cartonné sur Internet. Du coup, il en a fabriqué plein. Il est même passé à la télé pour en parler. Un vrai succès. Nouveau Renault Kangoo Van, avec l'ouverture latérale la plus large de sa catégorie, à partir de 159 € par mois. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires durant les jours Pro Plus du 1er au 10 octobre. On voit que ça. Voilà. Bon, vous allez voir, il y a quelques travaux. Mais vous pouvez faire appel à mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. On y va ? Alors. Réparer, rénover, les yeux fermés. Mesdépanneurs.fr, une solution NJ. Sur National Geographic Wild, le royaume animal s'offre à vous. Retrouvez tous les jours les meilleurs documentaires et découvrez le savoir-faire de nos experts. Les animaux ont besoin de soins. C'est notre priorité. En septembre, suivez votre instinct sur la chaîne National Geographic Wild. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Tenez. Ah, merci. Mesdames et messieurs, notre train a franchi les 300 km/h. D'ailleurs, la vitesse, c'est très facile à calculer. C'est la distance divisée par le temps. Allez, bonne journée. Et merde. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. On se retrouve et merci à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble depuis 20h et jusqu'à 22h. Notre invité ce soir, Adrien Quatennens, merci. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, numéro 2 un peu de Jean-Luc Mélenchon, voilà, c'est clair. On va revenir sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, le climat de cette pré-campagne et l'actualité marquée par les questions de l'immigration, mais aussi par les questions de pouvoir d'achat, absolument. Jean Castex, d'ailleurs, en parlera aux 20h de demain soir et on le commentera. C'est tout de suite l'Instant Paul. Bonsoir Paul, Bonsoir Larouturou. Alors ce soir, vous aviez envie de nous parler de, j'ai envie de dire deux de vos chouchoutes. C'est ça. En tout cas, deux candidates qui sont dans des registres extrêmement différents, en grande difficulté. Je vais vous parler dans quelques instants de Sandrine Rousseau, mais avant, on va commencer par Marine Le Pen. Marine Le Pen, encore la semaine dernière, elle n'avait absolument aucun mal à prononcer le nom d'Éric Zemmour. Oui, je pense qu'Éric Zemmour n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Parce qu'il est à 10% dans un sondage. Voilà, il est à 10% dans un sondage. C'était la semaine dernière, ça paraît loin parce que depuis, voici la courbe des sondages. Elle était à 28 le 9 juin et là, le 29 septembre, elle est à 16, à 3 petits points devant Éric Zemmour qui est désormais à 13. Alors aujourd'hui, c'est la Bougriou, elle a suivi dans le sud-ouest, près de Bordeaux, à Mérignac. Et évidemment, elle lui a posé la question, on vous offre un document, un bloc. Observez la façon dont désormais cet homme, Éric Zemmour, est devenu le Voldemort de Marine Le Pen. Elle ne doit plus, elle ne peut plus, elle ne prononce plus jamais son nom. Elle ne l'a pas fait pendant 53 minutes de conférence de presse.
Mesdames et messieurs, nous sommes tous les trois à votre disposition pour répondre à vos questions. Edwige, Diaz, Jean-Paul Garot et moi-même. Madame Le Pen, bonjour, c'est la Boudouille pour TF1 LCI. Vous proposez des mesures très concrètes sur la thématique de l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a une partie de l'opinion française qui se radicalise sur cette thématique-là, qui a envie d'aller plus loin, notamment en donnant écho à ce que vous qualifiez hier d'incantation quand on voit les sondages, à 13% notamment. Non mais qu'il y ait un phénomène de radicalisation à l'égard de l'immigration, la radicalisation n'est que la conséquence de l'aveuglement de nos dirigeants depuis 30 ans. Je suis fondamentalement convaincu qu'un candidat à la présidentielle a, dans ce domaine, une responsabilité. Et la responsabilité, ça n'est pas de mettre de l'huile sur le feu ou de jouer aux allumettes à côté de la station essence. Écoutez ce que je dis. Je ne suis pas une idéologue. Je ne suis pas sur les grands principes, moi. Je suis pragmatique. Je ne suis pas une idéologue. Pour poursuivre un petit peu la question de la consoeur de TF1-LCI, est-ce que le projet que vous présentez hier, aujourd'hui, et la réponse que vous faites, est-ce que vous misez là-dessus pour reprendre un peu le lead sur la question migratoire par rapport justement à Éric Zemmour qui n'apporte pas de solution aujourd'hui concrète et dont la progression dans les sondages est continue? Et quel commentaire ça vous inspire? Je n'ai pas à reprendre le lead, comme vous dites, car je crois que nous avons le lead depuis 40 ans sur ce sujet. Je ne me laisserai pas embarquer dans des propositions que je trouve peut-être outrancières, improvisées, imprécises et même parfois blessantes. Et je pense que la France, en réalité, n'a pas besoin de radicalité. Comment vous interprétez la percée justement d'Éric Zemmour, du coup, à plus de 13% de sondage, alors qu'il n'est pas encore candidat? Oui, enfin, il n'est pas encore candidat. C'est ça. Mais personne n'est officiellement candidat, cher monsieur, en réalité. Personne d'autre ne sera candidat que ceux qui auront réussi à réunir les 500 parrainages. Moi, j'ai beaucoup de recul sur tous ces sondages. Je n'ai aucune inquiétude sur le fait que je serai au second tour de cette élection. On va prendre une dernière question, peut-être. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup. C'est la Bougriou. En quasiment 1 heure, Marine Le Pen n'a pas prononcé une seule fois le nom de celui qui la grignote dans les sondages. Sans aucune transition, on passe à Sandrine Rousseau. On commence par une petite boîte à archives. C'était ici même, sur ce plateau. La question était posée par Adrien Gindre. Au premier et au deuxième tour, question simple, réponse limpide. Est-ce que vous vous engagez ce soir, sans condition, et j'insiste sur ce terme, sans condition, à soutenir, fin septembre, le vainqueur de cette primaire des écologistes? Sandrine Rousseau? Oui. Vous avez, pendant le débat de premier tour, accepté tous les deux de dire « je soutiendrai le vainqueur de cette primaire, quel qu'il soit ». J'ai envie de préciser la question. Est-ce que vous serez prêt demain à faire sa campagne, à défendre sa vision de la transformation de la société, de ce qu'est gouverner, quel que soit le vainqueur? Sandrine Rousseau. Mais oui, avec grand plaisir. Et je serais très heureuse que Yannick rejoigne mon équipe. C'est simple, c'est limpide. Le soir du premier tour, elle paraît loin cette image, mais ils étaient à côté de Stalingrad sur le pont. Ils se sont serrés la main, ils étaient ensemble, ils rigolaient, tout allait bien. Hier, Sandrine Rousseau a perdu de 2122 voix. Yannick Jadot a gagné d'une très courte majorité. Nous y étions évidemment avec Soline Boissaille et nous avons évidemment posé encore toujours la même question. Est-ce que vous soutiendrez Yannick Jadot, quoi qu'il arrive, madame, dans la suite de cette élection présidentielle? Je vais m'exprimer là-bas et je ferai, vous comprendrez tout de là-bas. Voilà. Est-ce que vous ne seriez pas plus proche d'un Jean-Luc Mélenchon que d'un Yannick Jadot sur le plan des idées? Sérieusement, c'est une vraie question que je vous pose. Là-bas. Ça veut dire quoi ce score si serré, 49-51, ça veut dire quoi? On pourra plus passer d'écoféminisme. Infernal. Qu'est-ce que vous ressentez à cet instant T? Je sais pas trop décrire en fait ce que je ressens. Dire qu'on a gagné des choses, on a perdu d'autres choses et que ça n'est qu'une étape. Ça n'est qu'une étape. On élargit. 1 mètre s'il vous plaît, 1 mètre. Je voudrais commencer par féliciter Yannick Jadot pour sa victoire. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir la suite de cette aventure. Et encore bravo Yannick Jadot.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut enregistrer cette promesse que vous soutiendrez Yannick Jadot jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle et que vous ne soutiendrez pas un autre candidat comme c'est arrivé par le passé, c'est les écologistes? Moi, je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours été d'une loyauté sans faille, sans aucune faille. Et je resterai loyale jusqu'au bout. Ça, c'était hier soir, ce matin, à la radio. On ne peut pas non plus juste reprendre des éléments de langage, parce que c'était une manière différente de faire de la politique. Il faut qu'il entende que les courbes étaient en train de se croiser, À une semaine près, vous dites j'aurais pu gagner? Oui, je pense. Oui. Je pense. Vous êtes convaincu de ça? Ah oui, oui. Il y a même pas tellement de doute. Ça, c'était donc ce matin. Entre-temps, Sandrine Rousseau a rencontré Yannick Jadot. Ça ne s'est pas très bien passé. Ce soir, sur RTL, écoutez bien, chaque mot compte. Et on n'est plus sur une promesse claire et limpide. J'appellerai à voter Yannick Jadot. Mais ce mouvement-là n'est pas automatique. Et ça n'est pas un chèque en blanc, en fait. On ne peut pas, juste parce que on a gagné la primaire, oublier ce qui s'est passé. Et les personnes qui m'ont suivi, encore une fois, sont des personnes qui étaient très éloignées de la politique. Et beaucoup d'entre elles ne se reconnaissent pas dans la candidature de Yannick Jadot. Merci beaucoup, Paul. On voit que la parole en politique, parfois, c'est compliqué et que dans les primaires, parfois, il y a des retournements de veste et que parfois, Adrien Quatennens, on pense qu'on a gagné. Juste, il manque un peu de temps, il manque un peu de voix. Sandrine Rousseau, elle dit qu'elle aurait pu gagner, que les courbes auraient pu se croiser. Et là, quand vous l'entendez dire... en fait, mon soutien n'est pas évident, enfin, c'est carrément donc, pas automatique. Vous vous dites... Sandrine Rousseau, venez avec nous, rejoignez-nous. Je me dis surtout que c'est le lot commun des primaires et de ce mode particulier de désignation d'un candidat. Et je suis plutôt satisfait de voir que nous, on n'a pas cette ambiance, on n'a pas ce problème, parce qu'on a décidé collectivement d'une candidature et qu'on fait bloc autour de ce candidat et de ce programme. Oui, mais néanmoins, la décision a été collective, elle a été prise en pesant bien politiquement l'intérêt et la situation. Bon, cette primaire, désormais, elle est derrière nous. C'est clair que Sandrine Rousseau était en dynamique. Je pense qu'elle a raison de le dire. Vous l'avez vu, vous avez vous-même animé un des débats, les deux débats d'ailleurs, mais le débat de second tour. Et je pense que les deux débats de second tour l'a donné en dynamique. Je crois d'ailleurs que Yannick Jadot, effectivement, a une victoire. Il gagne sa primaire. Moi, je l'en félicite, mais c'est une victoire qui est très courte. Et qui donc nécessairement fait que... C'est une victoire ou pas? Attendez, là, évidemment, qu'on se dise. mais parce bien que sûr, bien sûr. Vous vous souvenez qu'on s'est rappelé, quand on a écouté Sandrine Rousseau, de Nicolas Sarkozy en 2012 qui a dit il m'a manqué du temps, j'aurais pu gagner. Et aussi Jean-Luc Mélenchon qui a dit il me manquait 600 000 voix et j'aurais pu gagner. C'était pas une primaire. Non, mais je parle des élections, d'accord. Les primaires, c'est une élection. Les primaires, par définition, sont toujours un piège. Toutes les expériences récentes qu'on a des primaires montrent que ça se passe toujours de cette manière. Mais moi, vous voyez, j'espère qu'on ne va pas y passer trop de temps. Je ne voudrais pas que cette élection présidentielle soit uniquement dans le registre du casting et de la course aux petits chevaux. Il faut parler de fond, en vérité. On va y arriver, on a tout le temps. Et de ce qui sort politiquement, d'ailleurs, de la victoire de Yannick Jadot. Et de ce que dit Sandrine Rousseau. Un nouveau mouvement est né, une autre façon de faire de la politique. Est-ce que vous vous dites qu'elle pourrait lancer son mouvement ou franchement qu'elle pourrait vous rejoindre? Écoutez-la, parce qu'elle dit qu'il faut ouvrir tout le dialogue à la gauche jusqu'à la France insoumise. Oui, il nous faut discuter avec les partenaires de gauche. Bien sûr, c'est ce que j'ai toujours porté. Mais pas juste un bout de l'arc. Tout l'arc. Parce que... Ça veut dire quoi, tout l'arc? Tout l'arc, ça veut dire du PS à LFI sans exclusive. Vous êtes d'accord? Sur les exclusives et les programmes, il faut regarder. En tout cas, c'est clair que dans cette primaire et dans ce second tour, nous, on l'a toujours dit, on s'est tenu à distance pour pas influer sur le résultat, parce que certains disaient « Oula, les insoumis vont s'inscrire dans la primaire des écologistes pour venir influer ». Non, nous, on est resté à distance de ça. Ça ne nous regarde pas, c'est d'abord leur affaire. Simplement, c'est clair, les deux écologies, entre guillemets, qui s'affrontaient idéologiquement dans le débat de second tour, on a toujours dit qu'on était plus proche, en effet, de ce qu'incarnait Sandrine Rousseau. Maintenant, peut-être qu'on peut du coup parler de fond. C'est qu'en réalité, on a une situation qui ne nous permet pas de faire une écologie que moi je qualifierais d'accommodement, d'accompagnement. On a besoin, oui, d'une écologie de rupture pour la raison que la situation est telle, nous sommes devant un tel défi avec le changement climatique que ce que l'on aurait pu faire en 30 ans, tranquillement, en organisant les choses, va devoir se faire vite et fort. C'est en cela qu'on parle de rupture. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous portons la planification écologique, ça veut dire faire bifurquer tout notre modèle économique avec un grand défi. Ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. C'est votre pacte vert. Et ce que ça veut dire surtout, c'est que, imaginez bien, c'est un défi technique, donc c'est mettre les entreprises
dans cette direction, c'est donner aussi une perspective pour dire voilà quel but fixe l'État, voilà où nous devons aller, et il faut irriguer la société avec ça. Ça veut dire faire la transition énergétique, ça veut dire faire la transition de notre modèle agricole, l'économie de la mer, aller vers 100% d'énergie renouvelable, même si personne ne dit, Ruth Krief, qu'on va en un claquement de doigts le faire, mais en tout cas, il faut s'y mettre tout de suite maintenant, parce que comme Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion de le dire encore récemment, la parole scientifique nous dit ce qui nous attend. On a en 2050 la certitude que l'eau va monter, qu'il va donc y avoir des conséquences. Et juste d'un mot, le dernier rapport du GIEC qui nous indique que d'ici 2100, c'est plus 2,7 degrés. C'est un échec cuisant. J'ai vu que M. Macron disait ce scénario est catastrophique. Je voudrais quand même préciser au passage qu'il a contribué à son écriture et que ce quinquennat, ces 5 ans qui viennent de se dérouler, c'est en quelque sorte 5 ans de perdus, où M. Macron a plastronné devant des fonds de scène verts pour faire croire qu'il était écolo, a convoqué une assemblée citoyenne, une convention citoyenne dont il a bafoué l'essentiel des propositions. Qui sont reprises dans la les loi plus structurantes ne le sont pas, vous le savez, Ruth Krief. Et d'ailleurs, c'est ce quinquennat qui a vu l'État condamné en justice pour inaction climatique. Donc désormais, en effet, il y a un choix. Et il y a une écologie d'accompagnement du système, une écologie de rupture, et puis surtout, je veux quand même le dire, et c'est pas une mince affaire. Attendez, laissez-moi en placer une, s'il vous plaît. Et je voudrais essayer peut-être de décoder pour les gens qui nous écoutent que quand vous dites ça, vous dites aux électeurs de Sandrine Rousseau, elle a perdu. C'est pas elle la candidate, donc venez vite avec nous. Enfin, soyons clairs, quoi. Mais vous leur dites, votez pour nous. Vous lui tendez la main à elle et à ses électeurs. Ça leur appartient et à eux de regarder sur la base des programmes et de ce à quoi ils croient. Mais moi, mon adresse, elle est bien au-delà des personnes qui ont voté, des 50 000 personnes qui ont voté pour Sandrine Rousseau. C'est bien au-delà de ça. Ce que je dis, c'est qu'en quelque sorte, nous avons besoin, oui, maintenant, de faire la planification écologique et que par ailleurs, 2022, je le dis aussi, Ruth Krief, parce que on voit dans le paysage politique aujourd'hui un amoncellement de candidatures. Moi, je considère qu'il n'y a jamais trop de démocratie. Ce n'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de candidats qui soit un problème. Mais il faut que les électeurs, eux, par contre, même s'il y a beaucoup de candidats, sachent se regrouper. Or, aujourd'hui, que voit-on ? Vous allez sans doute en parler après, mais c'est qu'avec Jean-Luc Mélenchon, le second tour est à portée de main. En 2022, Ruth Krief, il ne s'agit pas de témoigner, d'acheter son ticket pour le coup d'après. Je crois que l'une des difficultés que nous avons d'ailleurs à gauche, c'est que je pense que beaucoup de candidats pensent sincèrement que 2022 est perdu et pensent déjà au coup d'après. Mais dès lors, on ne fait pas la même chose. Parce que nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'en 2022, avec Jean-Luc Mélenchon, nous pouvons gagner. Certes, notre sort est scellé au vote, à la participation populaire. Plus il y aura de la participation, plus on a les chances d'y arriver. Mais nous n'avons pas renoncé, au contraire, à gagner en 2022. Nous pensons que nous pouvons gouverner ce pays dès 2022. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il est passé effectivement de 11 à 13 dans les derniers sondages. Et donc, il a progressé depuis le débat qu'il a fait avec Éric Zemmour. Et donc, vous en déduisez qu'il peut encore continuer. Dans la campagne de 2017, il avait grimpé progressivement, en effet. Donc, vous espérez qu'il peut continuer. Et vous dites ce soir, Jean-Luc Mélenchon peut arriver au second tour. Il est le mieux placé à gauche et il reste le mieux placé à gauche. Donc, les autres n'ont pas beaucoup de chance. C'est ça que ça veut dire ? Mais ça me paraît... et donc, regroupez-vous derrière Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, je dis à toutes celles et ceux qui pensent que, nous avons une urgence institutionnelle à gérer, qu'il faut en finir avec cette monarchie présidentielle qui s'est exacerbée pendant le quinquennat de M. Macron en passant la 6ème République. À ceux qui voient que l'urgence, c'est la question sociale, qui est trop souvent évacuée des débats. Je veux dire, le quinquennat de M. Macron, je le résume en 2 lignes, Ruth Krief. Quand il est arrivé au pouvoir, les 500 familles les plus riches de France possédaient un patrimoine de 570 milliards. Ce patrimoine a doublé et sur la même période, on a 3 millions de pauvres en plus en France. Fermez le banc, c'est le bilan de M. Macron. Ceux qui pensent que la question sociale, le retour à l'emploi est prioritaire, ceux qui pensent qu'on doit faire en effet la planification écologique, mettre toute notre économie au service de ce grand défi, ceux qui pensent que la France a besoin d'être indépendante sur la scène géopolitique pour la paix, ceux-là ont un candidat qui aujourd'hui propose d'en finir avec cette continuité qui est terrible. Vous avez retrouvé l'espoir, là, ça y est, c'est reparti, alors que c'était pas facile. Et est-ce que vous dites merci Éric Zemmour, merci au débat ? Non. Si, quand même, pas du tout. Parce que c'est juste après. Non. Et peut-être que les 2 hommes se sont fait la courte échelle dans ce débat. Je ne remercierai pas un potentiel candidat qui a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de racisme, qui ce soir encore était sur le podcast du journal Valeurs Actuelles, qui vient d'être condamné aujourd'hui pour injure raciste envers ma collègue Danielle Obono, qui fait des contre-vérités historiques. Oui, non, ce que je veux dire en revanche, c'est sauf que c'est après le débat, et c'est le fait que le débat avec Éric Zemmour a donné ce résultat dans le sondage. Il faudra voir si c'est confirmé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, du coup, je me dis, mais si vous dites qu'à 13% dans un sondage, Jean-Luc Mélenchon peut arriver au 2e tour, ça veut dire que pour vous, Éric Zemmour, avec 13% dans un sondage, peut arriver au 2e tour ? Tout est possible, dès lors que le jeu se réouvre à ce niveau-là.
Mais Ruth Krief, un instant, la tâche prioritaire de Jean-Luc Mélenchon dans ce débat face à Éric Zemmour, outre que bien sûr le fait, la cerise sur le gâteau, disons, qui est apparu ce jeudi soir dernier, c'est que qui d'autre à gauche, dans l'espace politique de la gauche, aurait pu faire avec autant de brio cette confrontation d'idées que Jean-Luc Mélenchon a assurée, pour en quelque sorte allumer la lumière et dire ce qu'est la fonction historique de M. Zemmour ou de Mme Le Pen dans la période. Oui, mais là, encore une fois, vous ramenez, si vous voulez, la discussion à la question des courbes, etc. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une tâche historique dans la période. C'est que vous avez des gens, en effet, qui, parce qu'ils souffrent, cherchent une réponse politique et sont parfois un peu égarés. Et vous avez des gens comme M. Zemmour ou Mme Le Pen, qui maintenant, de nouveau, reparlent comme son papa et essayent de lui courir après, qui, en quelque sorte, viennent fantasmer l'idée de la France qui n'est pas ce qu'elle est. Monsieur Zemmour ne défend pas la France. La France, ça n'est pas une vision ethniciste. La France, c'est la République qui fonde la nation. C'est liberté, égalité, fraternité. Et je vais vous dire, Ruth Krief... Il n'est pas républicain pour vous, Éric Zemmour. Évidemment que je ne crois pas qu'il est républicain. Il n'incarne pas la République. Ce que je veux dire surtout, c'est que tous les grands défis qui nous font face, Ruth Krief, notamment on a parlé à l'instant du changement climatique, ces défis-là vont en quelque sorte, à mon avis, reléguer très rapidement les obsessions de M. Zemmour et de Mme Le Pen, parce que ça nous rappelle à notre humanité collective. Nous avons un grand défi qui dépasse nos couleurs de peau, nos appartenances religieuses, etc. etc. Juste un mot quand même là-dessus, parce que je voudrais l'évacuer et on va parler de social. Et M. Macron, d'un mot, M. Macron a beaucoup aidé M. Zemmour, parce que ça n'a pas beaucoup été dit. Mais combien de ministres... Il n'a pas encore débattu avec lui, alors qu'il n'est pas candidat, alors que Jean-Luc Mélenchon est candidat, il a débattu avec lui. Combien de ministres de M. Macron sont allés défiler à domicile sur la chaîne où M. Zemmour avait son rond de serviette tous les soirs, pendant toute la période qui précédait l'ambiguïté autour de sa candidature. Attendez, c'est un peu culotté quand même, parce que Jean-Luc Mélenchon, candidat, est allé débattre avec un non-candidat. Mais pourquoi, Ruth Krief ? Parce que personne de sérieux n'a apporté la contradiction à M. Zemmour. Il y a des journalistes qui font leur travail, je vous rassure. Voilà. Il y a des journalistes qui travaillent. Mais juste un mot, parce qu'on va passer là-dessus, mais rapidement. Éric Zemmour, quand il fait ce score, et parce qu'il parle d'immigration et d'islam, vous vous dites pas aussi que vos électeurs, dans les couches populaires, elles ne pensent pas du tout à cela, ou ça n'existe pas cette question, sincèrement. Quelle question précisément ? Éventuellement la question de la façon dont il la pose, mais elle peut être posée autrement. Lui, il dit il y a trop d'immigration, et puis l'islamisme ou le communautarisme, ou l'islam n'est pas compatible. Je ne veux pas reprendre ces termes, parce que ce n'est pas les miens, et c'est même pas de loin. Mais ces questions-là, les couches populaires qui sont parmi vos électeurs, ils ne se les posent pas ? Ils ne les vivent pas au quotidien ou d'une façon ou d'une autre ? Évidemment qu'elles se posent ce genre de questions, et d'autant plus quand vous avez ce type de personnage qui apparaît sur la scène. Moi, sans même qu'ils le disent eux-mêmes. Non, mais écoutez, il faut remettre de la raison en fait dans ce débat. C'est-à-dire, moi je suis très à l'aise pour qu'on parle d'immigration, Ruth Krief, en vous disant que la France est un pays qui par son passé d'ailleurs a été un pays d'immigration, que le taux d'immigration aujourd'hui dans notre pays il est bien plus faible qu'il ne le fut dans les années 60 ou dans les années 30. Donc juste quelques chiffres quand même qui permettent de mettre d'injecter de la raison dans ce débat. Monsieur Zemmour parle beaucoup de grands remplacements, il l'a fait encore ce soir. Moi j'ai regardé les chiffres d'assez près. Si vous prenez tous les immigrés de la première génération, maghrébins et africains, que vous y ajoutez leurs enfants et leurs petits-enfants, ça représente aujourd'hui 12% de la population française. Et selon le démographe Hervé Lebras, ce sera en 2100 seulement 22%. Donc il n'y a pas de grand remplacement. Le taux de fécondité des femmes françaises descendant d'immigrés est absolument le même que les femmes françaises qui n'ont pas de parents immigrés. Enfin, sur les 275 000 entrées que nous avons eues en 2019, ce qui est d'ailleurs bien moins que dans les années précédentes. Il y avait notamment, dans la période 2015-2016, plus de flux en réalité. Non, il y a toujours eu autour de 200 000, et là on est à 275 000. Vous avez un tiers de ces gens-là qui sont des étudiants, et vous avez la moitié de ces gens-là qui repartent dans les 2 ans. Et 60% des migrants entrés en France en 2019 n'étaient ni maghrébins ni africains. Alors, ce sont les chiffres d'Hervé Lebras que d'autres contestent, mais ce que je veux vous dire par ailleurs, Ruth Krief, c'est que les mouvements de population font partie de l'histoire de l'humanité. Et que quand je vois aujourd'hui que Mme Le Pen propose un référendum sur l'immigration, qui est une sorte de gadget pour participer justement à la course aux petits chevaux avec M. Zemmour. Moi, j'ai envie d'interroger M. Zemmour, Mme Le Pen, sur le fait que, par exemple, de manière très sérieuse, des scientifiques nous disent si on ne fait rien sur le changement climatique, alors qu'aujourd'hui, on a à peu près à travers le monde 70 millions de personnes qui sont concernées par des mouvements de population forcés, soit par le climat, soit par la guerre, comme par exemple le fiasco qu'on a
en Afghanistan, soit par les accords commerciaux inégaux, et j'attire votre attention sur le fait que certains votes au Parlement européen de Mme Le Pen étaient plutôt favorables, ou en tout cas qu'elle était absente aux moments cruciaux. Il y a des causes au mouvement de population. Et on sait que d'ici 2050, si on ne fait rien, ce ne sont plus 70 millions, mais 250 millions de personnes qui vont être contraints et forcés à se déplacer. Donc attaquons-nous aux causes, et notamment climatiques, nous avons pour deux ne choses pas à avoir faire. des réfugiés. Nous avons deux choses à faire. Nous attaquer en effet aux causes, car je le crois, la plupart des gens migrer, se déplacer est souvent une souffrance. Vous êtes arraché à votre famille, à votre terre, etc. Donc, les gens aspirent d'abord à vivre correctement au pays. Or, aujourd'hui, on voit bien, et souvent d'ailleurs nous y contribuons, par nos politiques commerciales, par la géopolitique, à ces mouvements de population et par notre inaction climatique, je l'ai dit. Juste Donc un mot traitons quand même. ces causes Juste et ensuite, un mot. juste, non, parce que juste un mot parce que... Et ensuite traiter les gens humainement. Bien sûr. Parce que Ruth Krief, depuis le début des années 2000, c'est 35 000 personnes qui sont mortes ou portées disparues en mer Méditerranée, dont des enfants. Donc à un moment donné, c'est juste remettre un peu de raison. Et je prends les Français qui nous écoutent à cette heure à témoin. Pardon de vous dire que ce ne sont pas les migrants dans ce pays qui ont fermé les usines, qui ont fait que vous avez des difficultés à l'emploi, qui ont fait que le partage des richesses est celui-ci. Une petite question sur le sentiment de l'impuissance de l'État avec la décision hier du gouvernement, mais Christophe Castaner nous expliquait qu'il l'avait déjà fait quand il était ministre de l'Intérieur avec les Albanais, les Géorgiens, la volonté de réduire les visas de ceux qui veulent venir du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie, parce que ces trois pays n'acceptent pas ou très peu de retour de leur des personnes. Les visas consulaires. Avec de retour d'un certain nombre de personnes qui sont expulsées de France pour des raisons de délinquance, de radicalité, de radicalisation. Donc les chiffres, ils sont là. En gros, obligation de quitter le territoire français, 7 731 pour l'Algérie et 31 laissez-passer consulaires accordés. Et donc, on réduit les visas. Voilà la réaction du gouvernement. Est-ce que là-dessus, vous vous dites... On comprend que des gens aient le sentiment de l'impuissance de l'État et qu'on n'arrive pas à appliquer un certain nombre de règles de vie commune, les règles, la loi, quoi. Mais encore une fois, dans ce dossier, il y a de la confusion, je veux vous le dire, Ruth Krief. Parce qu'en quelque sorte, que fait le gouvernement en décidant ? Parce qu'en effet... Vous n'approuvez pas. Mais non, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il ne faut pas réagir. Si, réagir, si, mais pas de cette manière-là. Pourquoi est-ce que ce serait aux personnes qui, depuis le Maghreb, demandent des visas, d'avoir à payer le prix des échecs de la diplomatie française? Parce qu'en fait, de quoi on parle? Il ne faut pas confondre d'un côté les obligations de quitter le territoire français, dont en effet, parce qu'il n'y a pas assez de distribution de visas consulaires, on n'arrive pas à les faire toutes. Mais non, c'est parce que ces pays-là ne veulent pas. Non, mais d'accord, mais il n'y a pas de rapport entre les gens qu'on devrait, entre guillemets, faire repartir et les gens qui veulent rentrer. Si on veut en effet avoir un rapport de force diplomatique avec ces pays, on peut par exemple envisager des sanctions économiques ou avoir d'autres moyens diplomatiques, mais... songez juste que donc les gens... ça vous paraît logique d'avoir d'avoir une forme de bras de fer? Écoutez, moi j'interroge surtout l'efficacité de notre diplomatie. J'ai vu que M. Darmanin, quand il était allé au Maghreb, était revenu tout plastronnant en disant qu'il avait trouvé un accord, etc. Bon, première chose. Mais juste, comprenez, pourquoi est-ce que les gens qui demandent des visas, vous savez, demander un visa, ça répond à des règles de droit. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on arrive comme ça, comme on veut. Non, c'est soit parce que c'est le travail, soit parce que il y a un regroupement familial, soit parce qu'il y a le tourisme. Et en effet, il y a du droit, il y a de la loi. Pourquoi ces gens-là auraient à subir les conséquences d'une relation diplomatique tendue entre nos pays? Non, ça n'est pas juste. Et encore une fois, il y a de la confusion, on mélange tout. Et moi, je veux vraiment alerter là-dessus. Je crois que le rôle historique de l'extrême droite dans la période que nous vivons, donc de Mme Le Pen et de M. Zemmour, en tout cas à cette heure, c'est que pendant que les Françaises, les Français auraient des causes communes à défendre, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des salaires, sur la question de l'emploi, sur le changement climatique qui va nous concerner toutes et tous, quoi qu'on dise, pendant qu'il y a ces causes communes, en fait, ces gens-là instille le poison de la division en faisant croire que non, le vrai problème, ce serait la couleur de peau, la religion ou que sais-je. Et d'ailleurs, observez que sur le plan économique, M. Zemmour et Mme Le Pen sont très macronistes. M. Zemmour propose le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mme Le Pen, sur le plateau de TF1 l'autre jour, disait qu'elle ne voulait pas augmenter les salaires. Et à l'instant, M. Zemmour vient de dire sur Valeurs Actuelles... Elle est d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur la retraite à 60 ans. Mais attendez, en attendant, sur la question des salaires qui est quand même fondamentale, vous savez, c'est pas parce que Mme Le Pen dit que le ciel est bleu que je veux dire qu'il est noir. Mais vous avez dit qu'ils étaient d'accord avec Emmanuel Macron. Ce que je veux dire, c'est que sur l'augmentation des salaires, cette femme dit qu'elle est contre. Donc je dis aux gens, parce que je sais qu'il y en a
Dans ce pays, les gens qui votent pour Madame Le Pen ou peut-être pour Monsieur Zemmour, il y a des gens qui sont convaincus par leurs absurdités, par ce que raconte Monsieur Zemmour sur Vichy, dans la tradition pétainiste. Mais vous avez aussi des gens qui sont un peu désœuvrés, qui cherchent une issue politique. Je dis à ces gens-là, vous ne trompez pas de colère. Le pouvoir d'achat, après vous allez me dire qu'on n'en a pas parlé. Attention, le prix du gaz, plus 12,6 du tarif réglementaire. Alors moi c'est simple, comment on fait pour réduire la facture des Français? D'abord, on pose bien le diagnostic. On a pris là 10% en juillet, 5% en août, 8% en septembre, 12% en octobre. Ça va sans doute continuer. Oui, on jusqu'en sait avril, que peut-être sans doute. l'électricité prendra peut-être 10% aussi. Or, on a quand même un contexte d'urgence sociale que je décris rapidement, mais un tiers des Français qui déclarent avoir du mal à payer leur loyer, un Français sur 5 qui déclare devoir sauter un repas pour pouvoir boucler ses fins de mois, et 6 Français sur 10 qui déclarent avoir perdu du pouvoir d'achat sous l'action d'Emmanuel Macron. Donc quand on dit qu'il y a une urgence sociale et que finalement on parle beaucoup trop de tout et pas assez de cela, c'est une première vérité. Donc vous me posez une question précise, comment on fait? Jean-Luc Mélenchon a proposé, le premier, de faire ce qu'on a pu faire par le passé, c'est-à-dire un blocage des prix. On le décide. Il y a eu, à l'époque de la Révolution, une loi qui fixait le maximum sur les prix des produits de première nécessité. Plus récemment, jusque dans les années 80, on pouvait le faire. On soulage les gens par le blocage des prix. Ensuite, pour la pérennité de tout ça, si le prix devait continuer à augmenter, on peut imaginer des mécanismes comme par exemple la TVA à 0% sur des produits de première nécessité, en contrepartie d'une augmentation sur les produits de luxe. Et ensuite, avoir pour objectif, enfin, que dans ce pays, personne ne vive sous le seuil de pauvreté. Augmenter les salaires, permettre aux gens de vivre plus dignement, c'est bénéfique pour l'économie Routeil-Krief parce que les gens vont bien consommer. Le gouvernement a proposé un chèque énergie de 100 €. 6 millions de Français sont concernés. Demain, le Premier ministre doit annoncer de nouvelles mesures pour soutenir le pouvoir d'achat et aider les ménages à traverser cette crise. Est-ce que c'est le moment de se dire peut-être que le nucléaire aussi pourrait nous aider et est utile en France? Deux choses. Le chèque énergie. Moi, je ne suis pas d'accord, Routeil-Krief, pour qu'avec l'argent du contribuable, parce que le chèque énergie, c'est la dépense de l'État, hein, on est d'accord, qu'avec l'argent du contribuable, on aille financer notamment les dividendes versés aux actionnaires dans le privé. Je ne crois pas que le chèque énergie soit une solution. Mais quand on bloque les prix, qu'est-ce qu'on fait? Mais je crois au blocage des prix. Je crois en effet au fait qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait de la gratuité pour des premières quantités d'énergie. Mais notez quand même que l'une des raisons pour lesquelles... Vous êtes contre le chèque énergie alors. Mais moi, je considère que ce n'est pas une bonne idée du tout. Je préfère le blocage des prix, en effet, et le fait qu'on donne des moyens, des revenus, qu'on augmente les conditions de vie des Français. Ça, oui, Routeil-Krief, depuis qu'on a ouvert les marchés de l'énergie à la concurrence. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que les arguments de ceux qui ont prôné cette ouverture à la concurrence disaient « Vous allez voir, c'est magique, la concurrence, ça fait baisser les prix. » Depuis que c'est ouvert à la concurrence, le tarif du gaz a augmenté de 80%, l'électricité 60%. Pour des raisons géopolitiques aussi et globales. pour des raisons de marché. Et quand même, est-ce qu'on s'émeut du fait que dans cette période, les 3 principaux fournisseurs d'énergie, à eux 3, viennent de verser 9,55 milliards d'euros à leurs actionnaires. Si on avait ne serait-ce que ponctionné 10% de ce montant en Routeil-Krief, on aurait pu verser 273 € à chacun des 3,5 millions de ménages 100 qui € sont... pour 6 millions. D'abord, tout le monde voit bien que c'est insuffisant compte tenu des montants qui sont en jeu. Voyez un peu l'accumulation de ces hausses de prix. Imaginez ce que ça pèse pour des ménages qui sont dans une situation de précarité. Et juste un mot quand même sur le nucléaire. Pour une sortie totale avant 2030, c'est dans votre programme. Est-ce qu'on ne va pas se mettre en difficulté sur l'énergie, concrètement? L'idée, c'est qu'on commence tout de suite. Parce que depuis des années, on dit on va le faire, et en réalité, on n'en sort pas. Oui, mais d'accord, mais donc, si on sort du nucléaire, on a besoin du gaz. Écoutez. Et là, il est très, très élevé, il est très cher. Donc, en fait, on va avoir un problème. Il s'agit de fixer un cap politique et d'assumer, de dire on peut, à terme, se passer du nucléaire, mais il faut le démarrer tout de suite. Parce que vous le savez bien, on ne va pas stopper ça comme on appuie sur un interrupteur. Et il y a des scénarios extrêmement sérieux, je pense au scénario Négawatt, qui montrent qu'on peut s'en passer et atteindre 100% d'énergie renouvelable. 80% des Français y sont favorables sur l'enquête d'opinion sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Donc, et puis c'est un grand défi, c'est aussi beaucoup d'emplois, c'est de la technicité. Routeil-Krief, vous préférez qu'on investisse 150 milliards d'euros pour prolonger de 20 ans nos centrales nucléaires, sans tenir compte du fait que, par exemple, quand les températures ont été chaudes cet été, on a dû régulièrement fermer des réacteurs, que le prix de l'énergie renouvelable croise désormais le prix du nucléaire si on intègre tous les coûts. Vous préférez 150 milliards d'euros pour mettre des rustines, ou vous préférez 150 milliards d'euros qu'on investisse pour dire tranquillement, avec les salariés du nucléaire, on va faire cette transition. Ce sont les candidats qui répondront à cette question. Ben moi, je vous dis mon avis. J'ai bien compris. Vous avez évoqué la pauvreté, la misère, la difficulté d'un grand nombre de personnes. Vous avez aussi évoqué l'emploi. L'emploi, si on regarde de près, selon la Banque de France, environ 300 000 emplois sont à pourvoir.
ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation à laquelle on ne s'attendait pas, qui est effectivement problématique parce qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à embaucher, parce qu'il n'y a pas eu assez de formation et qu'il n'y a pas une adaptation du marché de l'emploi, de l'offre et de la demande. Donc c'est un gros problème. Mais c'est finalement, on peut le voir évidemment comme ce problème d'adaptation, mais on peut le voir aussi comme un chômage qui a baissé après une crise majeure, qui a déstabilisé tous les pays du monde et dans lequel, en France, on arrive avec un taux de croissance qui est assez correct et avec plutôt une pénurie de main-d'œuvre qu'un taux de chômage très élevé. Alors, est-ce que vous dites, finalement, on s'en est pas si mal tiré ? Je voudrais bien participer au concert de trompette qui raconte que la reprise économique, c'est formidable. Juste, Ruth Krief, vous avez assez de notions d'économie pour comprendre que quand on ferme le robinet et qu'ensuite on le réouvre, on a de fait une croissance plus importante que si on était dans une situation normale. Mais c'est un peu plus que ce qu'on avait prévu. Ok, en attendant, pardon de vous dire que sur l'emploi, le gouvernement ne dit pas la vérité. Parce que vous savez, il y a plusieurs catégories aux inscrits à Pôle emploi. Et le gouvernement, dans ses chiffres, utilise souvent une seule catégorie et efface les autres. Moi, je vous le dis très clairement, si vous prenez les catégories A, B et C, pardon de ne pas être réjoui, mais vous avez aujourd'hui 4,4% d'inscrits à Pôle emploi de plus qu'à la même période l'an dernier. D'accord ? Donc ça n'est pas un succès. Ensuite, vous me dites, il y a les emplois non pourvus. C'est d'ailleurs le discours unique que nous fait le gouvernement en cette rentrée. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, oui, je dis avec vous, Ruth Krief, que dans certains secteurs, il y a des problèmes en effet de formation, d'accompagnement au retour en l'emploi. Si vous voulez bien un instant qu'on prenne juste un peu de temps pour s'émanciper de ça, avoir une vision macroéconomique. Vous me dites 300 000 emplois non pourvus. Je vous réponds, Ruth Krief, près de 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Ça fait en gros un emploi non pourvu pour 24 chômeurs disponibles. Par conséquent, même si vous mettiez un coup de pied aux fesses à tous les chômeurs prétendument volontaires, on oublie souvent que le chômage est une souffrance d'abord, eh bien vous auriez encore une masse considérable de chômage. Le vrai problème de l'emploi en France, Ruth Krief, c'est que les contrats sont extrêmement précaires, que 90% des contrats signés à l'heure où on se parle sont des contrats courts, parfois des contrats de moins d'un jour. Justement, la loi assurance chômage, qui va être sans doute adoptée très vite, là, elle doit être abolie, elle doit être refusée. Alors, dans l'esprit du gouvernement, elle doit mettre fin à ces contrats courts. Non. Elle doit aider les chômeurs à retrouver du travail. Elle doit arrêter un certain nombre de prestations, donc c'est pas facile, évidemment, mais en même temps, étant donné qu'il y a un gisement d'emploi, encourager, aider et former des chômeurs à retrouver un emploi. Ruth Krief, il n'y a jamais eu de corrélation entre le niveau d'indemnisation du chômage et le niveau de l'emploi. L'emploi dépend d'abord et avant tout des carnets de commandes, de la pérennité des emplois qui sont créés. Ce que je veux vous dire, Ruth Krief, c'est cette réforme de l'assurance chômage, elle ne lutte pas contre le chômage, elle lutte contre les chômeurs. Ce qui va se passer très concrètement au 1er octobre, c'est que vous avez plus d'1 million de personnes qui vont voir leurs indemnités fondre. Et je rappelle qu'un chômeur sur deux, quand on se parle là, ne sont pas indemnisés. En réalité, le gouvernement va rendre la vie plus difficile à tout un tas de gens, et y compris, on va avoir le croisement entre les indemnités du chômage qui vont baisser, l'accès à l'indemnité, parce qu'il faut rappeler que c'est indemniser le chômage, c'est pas la charité. Vous cotisez pour un risque, en quelque sorte. Eh bien, vous allez croiser ça avec la hausse du prix du gaz. Vous imaginez le désastre pour les gens et pour les ménages ? C'est terrible. Non, pour l'emploi, il y a des solutions qui fonctionnent et que nous proposons. Créer des emplois, ça veut dire par exemple par la planification écologique, investir dans des emplois nouveaux. Qui dit des emplois nouveaux, nouvelles formations. €, Attendez juste un permet instant, de créer des emplois ? il y a une chose à faire aussi, c'est le partage du temps de travail. La dernière fois qu'on a créé, n'en déplaise à certains, beaucoup d'emplois nets dans ce pays, c'est quand on a diminué le temps de travail. La productivité ces 20 dernières années, elle a beaucoup progressé. Et les salariés n'en ont pas vu la couleur, ni par la hausse des salaires, ni par la baisse du temps de travail. Donc partagez le temps de travail. Travaillez moins pour travailler mieux, travaillez toutes et tous. Voilà un objectif. Ensuite, la planification écologique. Et d'un mot, je le dis, avec Jean-Luc Mélenchon, nous voulons avoir pour cap le plein emploi. Si tout ce que nous proposons déjà là n'est pas suffisant, nous proposons d'instaurer un mécanisme de garantie d'emploi. De quoi s'agit-il ? Il s'agirait de faire en sorte que tout chômeur de longue durée volontaire, j'insiste sur la notion de volontariat, dont le marché finalement ne propose pas un emploi convenable, pourrait se voir en dernier ressort proposer par l'État un emploi qui corresponde à ses qualifications et à des tâches que nous avons à accomplir et que le marché n'accomplit pas. C'est les emplois aidés ou les emplois... C'est même plus que ça. Vous savez, c'est augmenter le nombre de fonctionnaires et le nombre de... Pas forcément des fonctionnaires, mais un économiste que vous connaissez bien, Keynes, qui n'est pas le plus révolutionnaire de tous, disait une chose assez simple. Le droit à l'emploi est dans la Constitution. Normalement, chez nous en France, il y a un droit à l'emploi. C'est un droit. Lui disait cette chose, Keynes, il disait, il y a des femmes et des hommes qui sont disponibles pour accomplir des tâches, qui en ont envie, et il y a des tâches à accomplir que le marché ne prend pas en charge parce que ce n'est pas rentable. Pensez au métier du soin, du lien, à la planification écologique. Pour nous, le cap, c'est le plein emploi. Je le dis d'ailleurs plutôt plus que certaines propositions. Mieux qu'aujourd'hui, alors qu'on cherche à le faire. Tout le monde cherche à essayer d'avoir des formations. Ça n'est pas vrai, Ruth Krief. Vous savez, le chômage, Ruth Krief, le chômage,
il est utilisé aussi pour faire pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. Si vous en avez une centaine qui font la queue à la porte, je vous prie de croire que ceux qui sont à l'intérieur revoient à la baisse leurs revendications. Ça a toujours existé. Donc, lutter contre le chômage, ça passe d'abord par la création d'activités et d'emplois. Et si vous êtes convaincus par tout ça, je me permets cette page de pub, on ne perd pas de temps. Mélenchon2022.fr pour gagner. Merci beaucoup Adrien Quatennens, bravo, c'est bien organisé. Vous finissez par la conclusion et la page de pub. Merci. Restez avec nous dans un instant, c'est le débat d'opinion tout de suite. Bonjour. Quand Alain a besoin d'aide, c'est sa fille qui s'occupe de lui. Même si parfois, il a du mal à l'accepter. Besoin d'aide? Non. Mais cette fois-ci, sa fille n'était pas là. Et Alain a pu compter sur Marie, aide à domicile. Et c'est un de nos engagements d'assureur mutualiste pour votre santé. Bonjour Marie. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Lui, c'est papa. Il est ébéniste. Le bois qu'il préfère, c'est le chêne. Et il a fabriqué une super chaise pour moi. Elle a cartonné sur Internet. Du coup, il en a fabriqué plein. Il est même passé à la télé pour en parler. Un vrai succès. Nouveau Renault Kangoo Van, avec l'ouverture latérale la plus large de sa catégorie, à partir de 159 € par mois. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires durant les jours Pro Plus du 1er au 10 octobre. Préparez-vous, les figurines mignons débarquent dans le Happy Meal. Et en ce moment, découvrez nos fruits à croquer issus de l'agriculture éco-responsable. Mettre en place un réseau de spécialistes qui permet d'innover sans avoir à s'exiler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. Tu vas voir, vous allez adorer notre nouvelle maison. Ah ouais? Vous avez même fait installer une alarme Vérissure. Ouais, c'était vraiment trop facile de rentrer dans la maison. Par les fenêtres, le jardin. Mais bon, maintenant, on est tranquille. On devrait vraiment prendre une alarme, nous aussi. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Profitez d'un mois d'essai satisfait ou remboursé. Vendez votre voiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Eh bon, je connais un chef aussi sympa que lui. Le mec te fait un plat cadeau comme ça. T'as rien demandé. Ma sveglia, bambino. Aujourd'hui, avec un plat acheté, c'est un plat offert sur Uber Eats. Hein? Ah ouais. Faut pas la chercher, là. Uber Eats, parlons bouffe. Il n'y a pas si longtemps, votre travail était votre priorité. Et votre fils n'était pas fan de votre voiture. Il n'y a pas si longtemps, la campagne vous ennuyait. Il n'y a pas si longtemps, vous ne seriez jamais allé aussi loin avec une voiture électrique. Avec le nouveau Skoda Enyaq iV, c'est enfin le bon moment de prendre le virage de l'électrique. Retrouvez notre stock disponible dès maintenant sur skoda.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et c'est notre débat d'opinion. Merci Rachel Kahn d'être avec nous. Vous êtes juriste essayiste. Votre dernier livre, Assez, est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci Nicolas Domnac, éditorialiste à Challenge, qui prépare un nouveau livre parmi tous ces livres avec Emmanuel Macron. Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci beaucoup à tous les trois. On sort de cette interview avec Adrien Quatennens, le numéro 2 de Jean-Luc Mélenchon. Lui aussi, il a dit quand même ce soir, finalement, Jean-Luc Mélenchon, il est à 13%, il est en train de grimper, il peut être au deuxième tour. Voilà ce qu'il voulait faire passer comme message ce soir à l'adresse de la gauche. Il peut être au deuxième tour. Et donc, les écologistes, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, tous les autres, vous êtes derrière. Et maintenant, il s'agit d'être sérieux. Il s'agit de se regrouper derrière nous, d'une certaine façon. En tout cas, nous, on peut y arriver. Rachel Kahn, comment vous le prenez? Nicolas Domnac, Guillaume Roquette?
Juste, je ne crois pas que Éric Zemmour soit candidat pour l'instant, donc c'est un peu étonnant. Après, je ne sais pas s'il faille un Éric Zemmour pour penser à se regrouper. C'est peut-être un peu tard. Nicolas Domnac, ce soir, il dit, quand je lui dis, oui, vous faites la courte échelle, tous les deux, vous êtes à 13%, mais lui dit, oui, ça nous permet d'être en tête de la gauche. Oui, enfin, c'est une petite tête. C'est une toute petite tête. Je veux dire, on n'a pas retrouvé quand même. Il a retrouvé un peu d'air dans son débat avec Éric Zemmour. Mais il n'y a pas aucun thème. Il n'est porteur d'aucun thème, d'aucune dynamique vraiment. Alors, l'attention va se déplacer maintenant vers les écologistes. Et je pense qu'il peut retomber à des niveaux, au fond, au-dessous de 10. Et si Yannick Jadot la joue bien, Yannick Jadot peut, au fond, réussir à réintroduire ce thème qui a quasiment disparu du débat national. Donc, alors qu'il existe dans les préoccupations des Français. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon en est porteur aussi. Il avait fait le pacte vert, il a toujours porté. Absolument. Il a toujours eu une vraie légitimité écologique et qui est sûrement sincère, parce qu'il y a trop longtemps qu'il en parle pour que ce soit seulement fabriqué. Alors, c'est difficile de raisonner et de répondre à votre question, parce qu'on est sur des sondages qui sont extrêmement mouvants encore. Il y a un mois, Éric Zemmour était à 7%. Aujourd'hui, il est à 13, 14. Bon, dans un seul sondage. Absolument. Attention. Et on ne sait pas si c'est durable, on ne sait pas. Mais n'empêche que. Enfin, vous avez eu des courbes quand même. Oui, la courbe est positive pour lui. On est en train de retrouver, si on se focalise sur la gauche, la même situation qu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. C'est-à-dire une gauche classique qui est dans les choux. Aujourd'hui, Anne Hidalgo, elle est plantée, comme Benoît Hamon était planté au premier tour. Les écologistes, pour l'instant, Yannick Jadot, il est autour de 7%. La fois d'avant, il était tellement faible qu'il s'était rallié à Hamon avec le succès qu'on a vu. Et celui qui est fort, c'est Mélenchon. C'est pas seulement parce que c'est celui qui crie le plus fort, c'est parce que c'est celui qui probablement arrive le plus à échapper à cette espèce de trou noir qui est Emmanuel Macron, qui absorbe tout ce qui est proche de lui, c'est-à-dire une gauche raisonnable, où il dit, regardez, moi je suis le président qui distribue des chèques, tous les jours il fait un nouveau cadeau, ou une droite raisonnable d'ailleurs, parce que c'est pas plus brillant de l'autre côté. Et Mélenchon, par sa radicalité, il apparaît quand même comme une espèce d'alternative, peut-être. Je crois qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, parce que vous ne pouvez pas le voir quand même, c'est que les préoccupations... Je suis pas gauche. Non, vous n'êtes pas assez écologiste. Il a défendu Mélenchon quand même. Mais parce que vous n'êtes pas assez écologiste. Et l'écologie est quand même le phénomène nouveau de ces 5 dernières années comme préoccupation centrale. Oui, et contrairement à ce que vous dites, Mélenchon ne le porte pas. Mélenchon, il portait une revendication, une réaction populaire, une insurrection populaire dans les urnes. Mais l'écologie, vous avez des détenteurs de la marque. Alors soit ils arrivent à l'imposer dans le débat public, soit ils n'y arrivent pas. Mais c'est ça le phénomène neuf, c'est pas Mélenchon. Justement, est-ce qu'il y a un côté, les nouveaux, les anciens, en tout cas, ce soir, on va écouter Sandrine Rousseau, qui avait promis la main sur le cœur à notre premier tour et au deuxième tour qu'elle se désistait, qu'elle ferait la campagne de Yannick Jadot. Regardez, écoutez, ce matin, France Inter, ce soir, RTL. Cet après-midi, France Inter, ce soir, RTL. On ne peut pas non plus juste reprendre des éléments de langage, parce que c'était une manière différente de faire de la politique. Il faut qu'il entende que les courbes étaient en train de se croiser, que les courbes étaient en train de se croiser. À une semaine près, vous dites j'aurais pu gagner. Oui, je pense. Oui. Je pense. Vous êtes convaincu de ça? Ah oui, bah oui. Il y a même pas tellement de doute. J'appellerai à voter Yannick Jadot. Mais ce mouvement-là n'est pas automatique. Et ça n'est pas un chèque en blanc, en fait. On ne peut pas, juste parce que on a gagné la primaire, oublier ce qui s'est passé. Et les personnes qui m'ont suivi, encore une fois, sont des personnes qui étaient très éloignées de la politique. Et beaucoup d'entre elles ne se reconnaissent pas dans la candidature de Yannick Jadot. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, là, Sandrine Rousseau? Qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, mais elle dit exactement ce que disait Nicolas Sarkozy quand il a perdu. Les courbes se croisaient, j'aurais eu une semaine de plus, alors là, je gagnais. C'est une mauvaise perdante, à ce point-là. Je pensais que ce n'était pas possible, qu'on avait déjà eu ça dans l'histoire de France. Mais là, ça montre quand même une cécité ou une myopie, pour le moins, et elle a perdu. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quand même, Rachel Kahn, elle dit qu'il y a un mouvement qui s'est levé autour d'elle, que l'écoféminisme, le wokisme, qui est derrière elle, ça existe, c'est une autre façon de faire de la politique. Elle l'a représenté et ça ne peut pas se fondre dans Yannick Jadot. Moi, je trouve que c'est intéressant, les courbes qui se croisent, parce que ça me fait penser, quand on est à un 100 mètres,
aux gens qui perdent et qui disent s'il y avait eu 120 mètres, mais vraiment, vraiment, je l'avais. Après, oui, mais ça dit aussi que tout le monde s'est levé contre ces idéologies-là. On parle de radicalisme, mais il y a aussi eu une espèce de levée de bouclier pour dire, et on le voit. Oui, elle a perdu quand même, parce qu'elle a perdu à 2200 voix, mais elle a perdu. Exactement. Donc, de toute façon, on sait que ces mouvements-là existent. On sait aussi que ce soit dans les médias, que ce soit les hommes politiques, ils réagissent aussi très fortement à ces mouvements-là pour justement retisser les liens et non pas nous séparer avec les néo-féministes, les décolonialistes, les racialistes. Voilà, elle a perdu. Oui, elle a perdu, mais elle dit, en fait, je vais représenter, j'ai envie de le continuer. Enfin, on entend presque, bon, est-ce qu'elle ne va pas se présenter quand même, quoi? Alors, en tout cas, ce ne serait pas illogique. Parce que, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Sandrine Rousseau? Elle nous dit, l'écologie, je m'en fous. Parce que c'est ça la vérité. Elle a fait campagne sur l'humiliation des femmes, des Noirs, en disant « Je suis écologiste parce qu'on humilie la nature comme on humilie les femmes ». Je ne suis pas un spécialiste du réchauffement climatique, mais dans les rapports du GIEC, ce n'est pas exactement ce que j'ai lu. Les deux sujets sont intéressants, on peut en débattre, mais ils n'ont absolument rien à voir. Ça, c'est un raisonnement. L'écoféminisme, ça existe comme construction intellectuelle et idéologique. Purement intellectuelle. Voilà. C'est une sorte de nouvelle formule, pas avec les OGM parce que les écologistes sont contre, de la pastèque. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est rouge. Alors, c'est un rouge différent aujourd'hui, mais c'est rouge quand même. Et le vert, c'est qu'un emballage. Alors que Jadot, lui, dit, bon, on va essayer quand même d'être drivé par cette idée. Lui, il est totalement vert. Exactement. Lui, alors que elle est d'abord... moi, je dis une extrémiste, c'est son droit, mais cette radicalité, elle est tout sauf écologique. Regardez ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, où les écologistes s'apprêtent à gouverner avec les sociodémocrates. Ils étaient même prêts à gouverner avec les conservateurs en disant ce qui compte, c'est de faire avancer les sujets vraiment importants, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Je pense que Sandrine Rousseau, elle s'en fout totalement de ça. C'est pas exactement ça, si je peux me permettre. Je crois qu'on peut la critiquer sur ce plan-là, mais moi, ce qui m'inquiète plus encore chez Sandrine Rousseau, c'est quand elle dit qu'il faut s'émanciper de toutes les religions, mais établir un lien sacré avec la nature. C'est ce côté nouvelle secte naturiste, si j'ose dire, et ce lien sacré avec la nature, bon, c'est pour ceux qui ont des souvenirs historiques, c'est pas d'un très bon souvenir. Et donc, elle a un rapport à l'écologie mystique, enfin, quelque chose qui me semble plus dangereux encore. Mais c'est peut-être la chance de Yannick Jadot qu'elle se... que moi. Pardon, non, mais c'est peut-être la chance de Yannick Jadot de se débarrasser de ça, c'est-à-dire parce que son électorat, il est au centre. Il n'est pas à l'extrême gauche. C'est comme ça, les écologistes, il y a beaucoup de cas d'extrême gauche. Mais c'est vrai, et même sur le fond, ces incohérences, je ne comprends toujours pas comment on peut défendre la biodiversité et dans le même mouvement, les réunions en non-mixité. Moi, ça m'interroge. La diversité à tous les étages, y compris la biodiversité. Donc, ça c'est clair. Alors, l'autre sujet, c'est Éric Zemmour qui fait perdre la boussole à la droite. Aujourd'hui, on a eu toutes sortes de sons de cloche quand même. Au passage, un mot d'Adrien Quatennens qui s'est exprimé là-dessus. Écoutez-le. Adrien Quatennens qui sur Éric Zemmour, quand je lui ai demandé si en fait ils s'étaient fait la courte échelle l'un l'autre quand même pour avancer, il a critiqué le multicondamné, le multirécidiviste, le multicondamné, le polémiste ou candidat raciste, etc., etc. Et il a dit qu'il était en dehors de la République, ce qui, voilà, c'est une question. Mais à droite, on a l'impression qu'on ne sait pas très bien. Alors, on va écouter peut-être Valérie Pécresse et Gérard Larcher, qui, eux, ont été clairs ce matin et assez nets. Mais en revanche, de la part d'autres représentants de la droite, ce n'était pas aussi clair. Et dans la journée, on a eu plusieurs sons de cloche. Écoutez. J'appartiens à une droite gaulliste, résistante, une droite qui s'est construite avec un mur infranchissable face aux extrêmes. Et on a un Éric Zemmour qui lui propose de fusionner les droites, ce qu'il appelle fusionner les droites, c'est-à-dire en fait casser ce mur étanche entre extrême et droite. Eh bien moi, ça n'est pas mes valeurs, ça n'est pas ma politique. Et c'est pour ça que je ne peux pas me retrouver ni dans son discours, ni dans sa stratégie politique. Je ne partage rien, j'allais dire des idées et, entre guillemets, des valeurs que Éric Zemmour propose. Par exemple, la plus citée, c'est sans doute
Pétain et les juifs français et étrangers. D'ailleurs, faire un distinguo entre français et étrangers dans cette situation, mais vis-à-vis des femmes, en l'écoutant parfois sur le positionnement des femmes en politique, j'ai l'impression d'entendre Radio Kaboul. Radio Kaboul. C'est pas mal, il a trouvé une bonne expression, non sur les femmes et sur Éric Zemmour. En fait, depuis 24 heures, il commence à être interrogé sur ses écrits et sur ses déclarations. Et depuis quelques jours seulement, en fait. Il serait temps. Depuis l'interview qu'on a Exactement, fait ce soir. c'est ce que qu'on a fait sur ce plateau. Exactement, c'est ce que j'allais Pardon, dire. mais Non, mais c'est la vérité. C'est vrai que maintenant, mais les hommes politiques, en tout cas à droite, n'ont pas encore commencé à l'utiliser, ou en tout cas à peine depuis ce matin. Comme s'ils n'avaient pas compris que le polémiste, l'ancien journaliste du Figaro, le compagnon assez sympathique qu'il rencontrait à un meeting ou à une réunion ou même à un déjeuner, tous ceux qu'il raconte dans son livre, c'était muet et qui commençait à être le candidat qui pouvait prendre leur part de marché, pardon de l'expression. C'est ça. Je trouve qu'il est effectivement extrêmement tard et que cette semaine, elle est assez troublante en fait, qu'il faille finalement qu'il soit ici pour être un peu cornérisé sur certains sujets par ailleurs, pour que maintenant les hommes politiques puissent réagir sur le fond, sur la pensée, etc. Et ce qui est fou, c'est que les gens soient obligés de se justifier de leur ligne, ce qui prouve que la pensée imbibe et infuse. Et enfin, là, Zemmour, en fait, là où il a réussi son coup, enfin sa première partie au niveau de la sortie de son livre, c'est que c'est un révélateur de ce qui s'est passé à droite, à l'extrême droite, et de ce qui se passe, et il répond à ce qui se passe à l'extrême gauche, en réalité. Oui, enfin vraiment au racialisme, à l'indigénisme, aux revendications qui crachent décoloniales qui crachent sur la France, etc. Et en fait, il a réussi toute cette première séquence-là, justement, à cornériser les uns et les autres. Et là, il est temps, effectivement, que les Républicains rappellent leur ligne et surtout le cornérisent. Est-ce qu'elle est claire? Non, mais c'est un vieux débat qui empoisonne la droite depuis un bout de temps. On se souvient que Jacques Chirac, d'abord, puis Philippe Séguin, et puis Nicolas Sarkozy avaient eu du mal à imposer une ligne nette et claire par rapport au Front National. Et au fond, après, au moment de l'élection Macron contre Marine Le Pen, le refus de choisir de la direction des Républicains a ravivé. Et depuis, ce débat n'a pas été tranché de manière claire. On retrouve exactement ceux qui étaient contre l'alliance avec le Front National et qui font pour une alliance avec Zemmour. C'est de l'autre côté. C'est exactement la même fracture, parce qu'il faut quand même se souvenir que Éric Zemmour, il a été accueilli au siège des Républicains, et par qui? Par Laurent Wauquiez, en lui disant « tu es ici chez toi ». Et puis il s'est fait applaudir grandement. Après avoir écrit Le Suicide français, deux livres dans lesquels il est assez et en clair. développant des thèses, mais qui sont complètement à l'inverse de ce qui est censé porter le Parti républicain, enfin sur la conception de la France. Moi, c'est ça qui me sidère le plus. C'est qu'ils n'attaquent pas Éric Zemmour sur leur rapport à la France. Comment ils la vivent, comment ils l'imaginent, comment ils la projettent. Non, ils disent qu'il n'a pas de bonne proposition, mais c'est pas ça la question. C'est que soit vous voulez une France ouverte, grande, généreuse, humaniste, soit vous voulez une France repliée, etc. On n'en veut plus de France ouverte. Si c'est une France ouverte à 400 000 nouveaux immigrés par an, ça c'est non. Enfin, je parle comme un électeur de droite, mais je suis assez sûr de moi. De droite, oui. Enfin, de droite. Il y a un consensus là-dessus qui est très fort. Le problème, c'est quoi? C'est que il y a des attaques et qui sont compréhensibles, peut-être même en partie justifiées contre Zemmour, de la part de Gérard Larcher ou de la part de Valérie Pécresse. Moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il s'était embarqué dans cette histoire de Pétain défendant les Juifs, surtout que à côté de ça, dans ses livres, c'est une déclaration d'amour au général de Gaulle toutes les 3 pages. Donc je trouve que tout ça est un peu confus. On ne sait pas quel de Gaulle vraiment aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, et puis c'est tellement. Enfin, on est tellement en dehors des préoccupations des gens que je comprends qu'on l'attaque là-dessus. Sur les femmes, j'ai trouvé qu'il était un peu plus, comment on va dire ça, un peu plus raisonnable quand il vous a parlé. Il ne peut plus assumer ce qu'il a dit. Oui, c'est ça, exactement. Il ne peut plus. Oui, ce qu'il a dit, ce qu'on a vu l'autre soir, c'est que c'est inassumable quand on devient candidat d'avoir dit que la virilité était en cause. C'est deux points, c'est-à-dire un, le rapport homme-femme, deux, le Pétain et les Juifs. Ce sont 2 sujets qui sont, à mon avis, secondaire dans les raisons d'apprécier Éric Zemmour. C'est-à-dire que Éric Zemmour, son offre politique, c'est 1, on arrête l'immigration, 2, on contraint les populations d'origine immigrée à s'assimiler davantage.
Et là, pour le coup, les électeurs de droite, ils sont massivement d'accord. Mais Larcher et Pécresse ne peuvent pas l'attaquer là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de malaise où on dit mais c'est curieux, ils ne sont pas d'accord avec lui, mais en même temps on ne comprend pas sur quoi. Parce que si vous réfléchissez, quand vous avez des candidats déclarés à l'élection présidentielle comme Michel Barnier, centriste bon teint, ancien commissaire européen, qui dit il faut faire un moratoire sur l'immigration, il faut suspendre le regroupement familial, il faut faire un référendum après l'élection présidentielle pour forcer le Conseil constitutionnel, les institutions européennes à obéir au choix des Français de donner un coup de frein à l'immigration, on n'est pas très loin de Zemmour. Et en fait, c'est pour ça que la droite, elle est si mal. C'est que sur ce sujet-là, finalement, elle dit... Peut-être qu'il n'a pas complètement tort. Sur l'immigration, mais pas par exemple sur les prénoms, pas par exemple sur le fait que les Français par la République sont français, quelle que soit leur origine, quel que soit leur prénom, quelle que soit leur culture. Selon les lois de la République. Alors, ça, c'est le sujet. Leur culture, ça dépend comment ils la vivent. Voilà. Ça bien dépend sûr. Comment ils l'expriment. Est-ce que c'est la communautarisation? Si est-ce que c'est le repli de la société Absolument. française? Là, il y a un sujet. Bien sûr, il y a un sujet, mais il est posé par des républicains, il est posé par des gens à gauche, il est posé par des gens de droite modérée, il est posé par Gérald Darmanin, il est posé par Marlène Schiappa sur les femmes. Il est posé par beaucoup d'autres gens que Zemmour. Sauf Éric Zemmour, il l'ethnicise vraiment. Voilà, c'est lui-même qui décide qui est citoyen, qui ne l'est pas. Moi, je pense qu'en face d'Éric Zemmour, il me dirait que je ne suis pas française. Non, alors là, je ne vais pas parler à sa place, mais franchement, ça m'étonnerait. Franchement, écoutez, parce qu'en plus, voilà, sachant ce que vous écrivez, sachant ce que vous dites, sachant que les coups que vous prenez, là, franchement, mais il est assez grand pour se défendre tout seul. Hein. Mais c'est tout le. Pas. Mais pardon, Guillaume, mais c'est toute la question. C'est toutes les questions que je lui ai posées, parce que ces références, elles ne sont pas la République. Elles ne sont pas la République. Il a dit c'est la France, c'est la culture française, et il y avait des monarchistes autour de De Gaulle, et ce n'est pas la République, pardon. Et donc ça veut dire aussi que ces références, c'est la culture chrétienne. Il a dit il faut christianiser les musulmans, et c'est la culture chrétienne blanche d'une certaine France. Non mais qui le revendique, c'est sa revendication. Et c'est là-dessus que qu'il y a une différence. Il faut adhérer à ses paysages, à ses fromages, à sa culture. Mais ça, c'est vrai. Qui va décider? Qui va décerner? Vous n'aimez pas les paysages français, vous n'êtes pas complètement français. Qui va décerner le brevet de francité? Moi, il y a des paysages que j'aime et auxquels je vibre. Il y en a que j'aime pas. Alors, je suis pas un bon français si j'aime pas tel paysage. Mais non. Je comprends que c'est s'arroger la vérité de la francité. Je veux dire, mais au nom de quoi? Mais quelle prétention? Je veux dire, moi, je ne lui reconnais pas ce droit-là. Et contrairement à ce que vous dites, je pense aussi que la droite n'est pas alignée sur cette position-là. La droite, les électeurs de droite pensent que les musulmans peuvent très bien s'intégrer, contrairement à ce qu'il dit, même s'il établit une distinction qu'il a essayé là, en nous disant, il nous explique que l'islam exclut toute intégration, mais que les musulmans, ils peuvent faire le mouvement pour s'intégrer. Mais alors, c'est qu'ils sont plus musulmans. Je veux dire, ça ne tient pas son discours. C'est un vrai sujet quand même. C'est parce qu'il sent bien que comme candidat, il ne peut plus dire la même chose. Et c'est que, et que tous les écrits, parce que moi, ce qui m'a stupéfait, c'est que tout ce qui était écrit dans ces différents livres, il ne l'assumait plus. Il ne l'assumait plus, c'est trop lourd. Et il a décidé de botter en touche sur Pétos, sur des choses, parce qu'il considère que ça pose un problème. Mais ce que vous disiez sur la francité, effectivement, c'est une forme de copier-coller avec ce qui s'est passé avec l'ivoirité en Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de distinction entre citoyenneté et le récit du pays. Sauf que la France, quand même, s'est inscrite dans une citoyenneté, notre socle commun, avec des récits, normalement, qui sont multiples et diverses. C'est ça qui est dans la Constitution. C'est comme ça que je lis la Constitution, moi, en tout cas. Oui, mais ça n'empêche pas d'avoir ce socle commun. Et je pense que peut-être que moi je comprends qu'on puisse dire par exemple nos ancêtres les Gaulois. Et même si on n'a pas d'ancêtre gaulois. Moi, je dis aussi mon ancêtre Moïse, même si je ne suis pas juif, parce que je considère que cette culture, elle est profondément la mienne. Je suis aussi, fils des Latins, fils des Romains. Je me sens aussi enfant du christianisme. Et je ne me sens pas enfant de l'islam.
Donc c'est vrai, là, il y a une différence. Et je comprends ce que veut dire Zemmour quand il dit c'est pas juste la République. Si vous dites liberté, égalité, fraternité, c'est bon, il n'y a plus de sujet. Si, il y a un sujet. Il y a quand même une spécificité de l'islam qui est que ce n'est pas seulement une religion, c'est une civilisation. Et c'est pas forcément la nôtre. Donc ce sujet-là, je pense qu'il faut l'aborder autrement qu'en disant Zemmour est raciste. Alors, on ne va pas faire la distinction entre l'islamisme, parce que l'islam a existé avant et sous une forme très intégrée à la France, jusqu'à l'émergence de l'islamisme radical, qui peut être considéré comme une sorte de revanche, de bataille de fond contre l'Occident et sur le plan mondial. Et c'est là qu'on voit émerger peut-être une conception beaucoup plus globalisante de la religion, mais ce n'était pas le cas dans les années qui précédaient. Les ouvriers algériens de chez Citroën, ils n'étaient pas islamistes radicaux, et ils étaient en France, ils vivaient en France. Donc c'est une autre question, on ne va pas refaire le débat, pardon, je l'ai relancé. Moi je voulais parler de ce qui se passe chez les Républicains aujourd'hui, parce que regardez cet extrait, c'était une émission de Paris Première ce soir, avec Christian Jacob, qui s'est retrouvé, en fait par hasard, pas du tout, c'était pas prévu, à parler du RPR des années 90 avec Éric Zemmour. Le RPR où nous étions, vous et moi, vous en tant que responsable, moi en tant qu'adhérent, lecteur, etc., a été trahi par les centristes. Vous vous êtes couché devant les centristes depuis 30 ans et c'est pour ça que votre base vous a fui et que maintenant vous vous retrouvez avec des candidats, que ce soit Bertrand ou Pécresse ou Barnier, qui sont en fait des candidats pour être Premier ministre de Macron. La référence au RPR est croustillante quand même, parce que le RPR a été incarné par une seule personne, par Jacques Chirac. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, là aussi sur le RPR, on peut prendre une autre référence. Qui était des personnalités qui étaient le plus critiques par rapport à vos propos, c'est Charles Pasqua. Vous allez aussi m'expliquer que c'était un centriste de gauche, sans doute, vraisemblablement. Sur Charles Pasqua. Donc, Pardon, juste oui, sur Charles Pasqua, ça m'amuse parce que, avec Maurice Zafran, d'ailleurs, on voyait très souvent Charles Pasqua. Mais il nous disait vraiment l'inverse de tout ce que maintenant Éric Zemmour raconte en faisant parler les morts. Il faut arrêter. Je veux dire, moi, je ne vais pas exciper des citations de Charles Pasqua invérifiables, donc je trouve que ce serait bien qu'il fasse autrement. Mais je crois que Christian Jacob, là-dessus, a raison. Il y avait, au RPR, quand même, il y avait une vision humaniste, même si, effectivement, sur l'immigration, ils ont pris à certains moments des positions sur lesquelles ils sont revenus ensuite sous l'influence de Jacques Chirac. C'est ça le point, en fait. Le point, c'est que... en 1990, donc effectivement c'est il y a très longtemps, mais pour Éric Zemmour c'est une référence constante, il y a eu ce qu'on appelle les États généraux de l'opposition, où toute l'opposition, Giscard, Chirac, Bayrou, Juppé, tous ces chapeaux à plumes, ont fait un programme qui était objectivement à droite de celui du Rassemblement national aujourd'hui. C'est-à-dire rétablissement du droit du sang, suppression du regroupement familial. Il est écrit noir sur blanc, l'islam n'est pas compatible avec la République. Et ça n'a pas duré longtemps, parce qu'ensuite, la droite qui marchait un peu sur deux jambes, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un côté... une aile centriste, libérale, on dirait aujourd'hui macroniste, et puis une aile plus souverainiste, plus anti-européenne, plus à cheval sur l'importance des frontières. Il y avait ces deux voix, cette polyphonie dans la droite. Et puis Chirac a supprimé ça parce qu'il s'est dit, si je veux être président de la République, il faut que je sois centriste. Et c'est là que le Front National a émergé. Mais c'est exact. Mais il y a toujours eu à droite aussi, au fond, et c'est une des choses qui me sépare le plus de vous et d'Éric Zemmour, une conception de la France qui n'était pas suffisamment forte pour intégrer. Je me souviendrai toujours de cette une du Figaro Magazine. Vous n'y étiez pas encore à l'époque. Serons-nous encore français dans 30 ans? Oui, oui. Serons-nous encore français dans 30 ans? 30 ans sont passés, même plus 40 ans. C'est une de 1985. Il y a des endroits où on se demande si on est encore en France. Mais quand même, la France, elle est toujours là. Vous il y a un vrai problème. Incapable de voir, et c'était un des très bons moments, pardon, d'y revenir avec Alain Minc, quand Alain Minc lui a dit, mais pourquoi vous ne voyez pas ce qui marche aussi? Là où la France est forte, je veux dire, ses banques sont fortes. Alors on ne peut pas aimer ses banques, mais son industrie du luxe est forte. On ne peut pas aimer le luxe, n'empêche qu'il est là, etc. On a perdu dans l'industrie. Des talents formidables. On a des talents. Je veux dire, pourquoi ne voir toujours qu'une France minable, comme si il s'en repaît? Je veux dire, c'est son fonds de commerce, c'est la France minable. Alors aujourd'hui, écoutez Christophe Castaner, il était sur mon plateau hier, et lui il dit, il y a deux droites irréconciliables. Éric Zemmour a raison. Il a raison quand il dit qu'il existe au sein des LR aujourd'hui deux droites irréconciliables. Et je pense qu'il y en a une qui n'est plus républicaine, si ce n'est de nom, et une qui reste républicaine. Et je pense que nous devons, et
Et c'est notre responsabilité, travailler avec l'ensemble de celles et ceux qui sont dans le spectre républicain. Voilà, alors lui, évidemment, Emmanuel Macron, Christophe Castaner, ils vont aller chercher ceux qui peuvent se regrouper derrière le président, avec une politique économique qui a des résultats, et qui, par ailleurs, parle aussi aux électeurs de droite qui ne peuvent pas entendre ce que Zemmour dit. Oui, mais il y a une droite, irréconciliable, et il y a une gauche irréconciliable. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça, c'est ça ce que cristallise Éric Zemmour sur les questions de la citoyenneté, de la République, des valeurs, de la laïcité. C'est très précisément le sujet à régler dans les deux camps. On a évacué très rapidement les autres principes qui guident Éric Zemmour. C'est quand même que les femmes, dans leur surgissement, dans leur conquête, dévirilisent le pays, dévirilisent la France, l'affaiblissent grandement. Alors il peut bien maintenant amodier un petit peu, c'est le fond de sa pensée, je veux dire, il faut le prendre comme tel. Pareil pour les homosexuels, je veux dire, il mène une lutte farouche contre l'homosexualité, alors il ancre ça, il cible ça sur LGBT, etc. N'empêche, il pense que l'homosexualité n'a pas sa place dans les traditions françaises, je veux dire, il ne faudrait pas le pousser beaucoup pour dire que... Puis moi, je n'ai jamais entendu dire ça, mais peut-être qu'il l'a dit par ailleurs. Mais oui, il dit qu'il y a un lobby homosexuel qui, effectivement, ne cesse de faire de nouvelles revendications, la GPA étant la dernière en date, après la PMA. Donc, voilà, maintenant, c'est lui qui pourrait vous répondre sûrement comme un grand. Mais cette difficulté, effectivement, qu'a la droite à échapper à l'attractivité de Macron, elle est assez logique. Mais il y a une chose quand même qu'il ne faut pas oublier, même si les sondages ça bouge, c'est que si vous faites Marine Le Pen plus Éric Zemmour plus Nicolas Dupont-Aignan, on est à 30%. Bien sûr. Donc ces 30%, ils viennent quand même de quelque part. Bien Donc sûr. il y a une partie des électeurs de droite qui ont quitté la droite classique. Et le sujet, c'est est-ce que les candidats LR vont réussir à les récupérer ? Justement, un sondage Elab ce soir sur qui incarne le mieux les valeurs de la droite. Xavier Bertrand arrive en tête, 31%. Emmanuel Macron est juste derrière, à 19%, au même niveau que Valérie Pécresse. Et ensuite, c'est Marine Le Pen à 18%, Éric Zemmour à 14%. Quel potentiel électoral ? Xavier Bertrand, 24%, Valérie Pécresse, 18%, Michel Barnier, 15%, Éric Ciotti et Philippe Juvin, 7 et 5%. Et qui a le plus de chances de se qualifier au second tour ? Xavier Bertrand, 52%, Valérie Pécresse, 36%, Michel Barnier, 16%, Éric Ciotti, 7%, Philippe Juvin. Donc, est-ce que quand même... Il y a quand même un candidat à droite qui se dégage, qui peut se dégager, qui peut répondre à tout ça. On ne l'entend pas beaucoup sur Zemmour, par exemple. Il est pas en pointe là-dessus. On va voir, peut-être qu'il va en parler dans les jours qui viennent. Mais est-ce qu'il y en a un qui peut tracer sa route et justement neutraliser et dire non, il n'y a pas de droite irréconciliable, il y a une droite et elle est en face de Macron et elle peut constituer un adversaire redoutable. On vient d'apprendre quelque chose, Krief, des 15 derniers jours ou 3 semaines, c'était que l'électorat de Marine Le Pen qu'on croyait affermé, qu'on croyait solidifié, l'était pas. Et qu'ils s'en en allaient, ils s'en partaient tout le temps. Pour Emmanuel Macron, est-ce que ce n'est pas la même chose ? En tout cas, la question ne peut pas ne pas se poser. Jusqu'à quel point, c'est ce que disait Guillaume Poquette, il le tient. Et donc, Xavier Bertrand compte comme ça, au fond, attirer à lui dans les semaines qui viennent. Il pense que ça va se cristalliser dans un mois environ. Je ne suis pas sûr que ça se fasse, mais en tout cas, c'est son calcul stratégique. Donc, ne pas attaquer Éric Zemmour, mais attaquer, cibler uniquement... Il a dit que c'était le grand diviseur sur ce plateau. Il a parlé de lui, mais... Bon, il l'a dit, il a répondu quand même. Mais enfin, là, depuis 48 heures, il n'a pas parlé. On verra peut-être s'il le fait demain. Mais est-ce qu'il peut l'être ? Est-ce qu'il peut être celui qui va synthétiser tout cela et sortir les Républicains de ces affres ? Je pense qu'il a 2 atouts. D'abord, le premier, c'est qu'il est parti le premier et que donc il s'est installé dans le paysage. Et il y a une forme de légitimité, entre guillemets, par rapport à Valérie Pécresse, qui s'est déclarée plus tardivement. Mais qui a émergé pendant l'été et qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a des propositions qui est très dynamique aussi. Et d'ailleurs, dans les sondages, ils ne sont pas très éloignés. Alors après, il y a... Là, il y a un creux. Oui. Là, ça se creuse. Oui, mais ce n'est pas les intentions de vote. Oui. Donc, c'est vrai que c'est plutôt une projection. Et donc, cette projection, elle peut être le résultat, 1, du passé, qui est Bertrand est plus installé. 2, il y a peut-être une force de Xavier Bertrand, c'est qu'il apparaît
pas seulement de droite. C'est-à-dire qu'il y a un côté social, proche des gens, la façon dont il a dirigé dans le Nord, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, comme on dit maintenant. Son parcours personnel. Le fait qu'il ait été élu grâce à la gauche contre Marine Le Pen lors des précédentes régionales, c'est aussi pour ça, sans doute, qu'il n'a pas trop envie d'aller dans une primaire LR. Il n'a pas forcément envie d'avoir le tampon mis sur le front. Et donc, en ça, par rapport à Valérie Pécresse, qui a un profil plus classique, de droite libérale, il apparaît peut-être plus éloigné d'Emmanuel Macron et donc plus susceptible d'être une alternative. Mais bon, tout ça, c'est quand même des plans sur la comète. Hein. Oui, mais il offre un récit quand même. Il offre un récit, je veux dire, de celui qui vient d'en bas, qui vient du populaire, au moment où la morgue, le mépris, au fond d'en haut, est devenu quelque chose d'insupportable. C'est dans ce sens-là où il peut capitaliser quand même. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait une avance sur Valérie Pécresse qui n'offre pas cette alternative. Oui. Ça, c'est extrêmement intéressant. Sur le récit et sur le scénario, et sur la création des personnages politiques. Et je reviens juste un petit peu à Zemmour, parce que Hitchcock disait que un bon film, c'est un film où le personnage du méchant est parfait et le mieux travaillé. Et ben j'ai l'impression en fait que dans ce film-là, du début de campagne, en fait c'est ça. On cristallise toutes les attentions sur Zemmour, et par ailleurs maintenant va falloir définir les autres personnages qui ne soient pas des figurants. Bon, en tout cas, le feuilleton, le film, c'est tous les soirs, de 20h à 22h notamment, et aussi ensuite avec Éric Brunet. Éric Brunet, Julie Hamet. Bonsoir Éric. Bonsoir Ruth. On va parler bien évidemment, vous l'avez évoqué, de ce rififi Zemmour et Jacob qui se déchirent sur l'histoire de la droite et du RPR, c'est une vieille histoire. On va parler également des ferments, de la trahison au sein de la famille écologiste. Il y a déjà du rififi entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Et puis on va parler de cette interview assez étonnante d'Édouard Philippe à sortir demain dans le magazine Challenge. Voilà. C'est vrai qu'il parle de la dette et des déficits, et on en reparlera demain parce que Jean Castex étant l'invité du 20h de TF1, on pourra le débriefer, on pourra en parler dans notre émission, avoir des réactions. Demain, c'est aussi chez Elisabeth Partichou, Raphaël Antoven qui sera l'invité, et on se retrouve demain. Merci beaucoup. Merci.